Bonjour, bonsoir, mes amis les froussards. Ouais. Je change de bonjour tous les 4 ou 5 épisodes. On essaye de l'empêcher de faire ça, mais il n'écoute pas. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast indépendant et chill où l'on parle de films d'horreur et de genre, de manière détendue si possible. C'est également le podcast du Frisson Bou, je le rappelle, Bou. Et nous entamons ce soir notre 22e épisode. Alors que je cherchais une idée pour écrire ces premières lignes, je demandais à D ce qu'elle pensait du voisinage, le nôtre, et plus généralement son fonctionnement, ses règles tacites. Elle me répondit qu'un voisin, c'était un peu comme un collègue. Étonné par cette non-explication, je me moquais. Si je te demande ce que c'est qu'un train, tu me répondras que c'est comme un avion sans ailes et sur des rails ? Ben ouais. Mais elle avait raison. Cette proximité, faite de nuisances sensorielles, presque intimes parfois, forcées et subies avec des inconnus, un podcast vous voulez dire, peut sembler étrange et questionné. Bon, alors dès lors qu'on se pose des questions existentielles débiles pour préparer un épisode de l'horreur du dimanche. D'ailleurs, à ce propos, proche d'un film d'horreur des plus rudes et violents, La fête des voisins. Non mais parlons de cette tradition infernale. C'est trop bien la fête. Anecdote. Un soir, je rentre du boulot, tôt, mais fatigué quand même. Cherchant en moi les dernières ressources, pour me traîner jusqu'au canapé et m'y échouer telle une espèce en voie d'extinction, pour y tapoter sur une manette de PlayStation, eh bien non. Non Thomas, les voisins de la cour intérieure en avaient décidé autrement. Ils avaient dressé une opulente table, en plastique, recouverte d'une élégante toile cirée, m'interdisant l'accès à l'escalier menant à mon appartement. Mon destin était alors scellé. Tomates cerises, pâté, carottes, coupées en petits bouts dans le sens de la longueur, caviar d'aubergine et autres tartinables, il fallait tout bouffer. Le plus je bouffe, le plus vite je peux aller glander, me disais-je. Mais la difficulté ne s'arrêtait pas là, car pendant que je m'empiffrais, il fallait faire la conversation. Alors, sans mon cortex, déjà au repos, et sans ma salive, drainée par un graissin trempé dans du houmous. Mais c'est vraiment le podcast en fait ce que tu racontes là. À la recherche d'un prétexte pour rendre ce moment inoubliable, nous avons donc parlé fuite d'eau, canalisation, chiottes bouchées, puis après bon plan resto pour compléter le bilan entrée-sortie. Rincé, épuisé, panse douloureuse et voile de pudeur disparue, chacun est rentré dans son appartement pour ne quasiment plus jamais nous parler. Évidemment, sans nous connaître, nous avions partagé nos intimités, un peu comme je viens de vous partager cette anecdote, chers auditeurs. Je suis donc un peu maintenant votre voisin. Et puis, en fait, on est un peu toujours le voisin de quelqu'un d'autre. Ça va, Camille ? Oui. Oui, ça va super. Ouais, moi, ça va pas fort. Merci de demander. Ça va, Lola ? T'aimes pas mes petites carottes coupées dans la longueur quand je t'en fais ? Ouais, j'en peux plus. Et Léo, ça va ? Ouais, malgré l'attaque gratuite contre les graissins. Ça va. Et surtout, t'es pas arrivé au moment où vous avez critiqué les voisins qui venaient d'arriver ? C'était nous. Donc, merde. Ils se sont retenus. Raté. Et ce ne serait pas un épisode de l'horreur du dimanche si on ne saluait pas de manière cordiale et obséquieuse le proprio de ce home studio, le collecteur de la dette sonore, à la fois enthousiasmé par le projet, mais attentif aux nuisances sonores. Je dirais qu'il est un peu brifique, brie-raisin. J'avais plus d'idées. Brice, ça va, Brice ? Quoi ? Bon, eh bien, l'horreur du dimanche, épisode 22, c'est parti, c'est maintenant, et on commence avec le film que j'ai sélectionné pour ce soir, et c'est Vampire. Vous avez dit Vampire, de 1985. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself, but it will do anything to protect its secret.
Fright Night. If you love being scared, this could be the night of your life. Eh ben, c'était It peut-être, was the night of our life. Ouais. peut-être la bande-annonce la plus chiante. Hein, La qu'on ait nuit des jamais- bruitages, ouais. Bruitage d'explosion, bruitage Qu'on de ait jamais- porte, bruitage de chauve-souris, bruitage. Vampire, vous avez dit Vampire, Fright Night en américain, sorti en 1985. Donc film américain, je le disais, réalisé par Tom Holland. Alors pas Spider-Man, mais non, l'autre. À qui nous devons le premier Child's Play, donc le premier film de la saga des Chucky, mais aussi l'adaptation du roman de King, La peau sur les os, sorti en 96, qui est très bien. Enfin, dans mon souvenir. Je me suis déjà fait piéger par mes souvenirs. On se souvient du fragile. Voilà. Enfin, c'était pas le seul. Hein. Non. À l'affiche du film, on retrouve le beau Chris Sarandon, et oui, le premier mari de Suzanne, et non pas son frère, comme je l'avais initialement écrit. Dans le rôle du beau Jerry Dandridge, William Ragsdale dans le rôle du naïf Charlie Brewster, qu'on n'a pas beaucoup revu. Roddy McDowall, Peter Vincent, qu'on a vu dans énormément de trucs, puisqu'il fait du cinéma depuis les années 30. Enfin, il faisait du cinéma depuis les années 30, et il a tourné dans... Seul truc que j'ai relevé de notable dans sa filmographie Wikipédia, Code Quantum, la série. Et on retrouve également Amanda Beers, ou Beers, je ne sais pas comment on prononce, qui joue le rôle d'Amy. Alors je dois être d'humeur plutôt joviale, car c'est une comédie horrifique que je vous présente encore une fois. C'est peut-être la troisième d'affilée, si on compte, si on compte Malignante. Oh non. Ah, bah, si, c'était marrant. Oh, c'était rigolo, Mani. Non, moi j'étais très premier degré. Alors pourquoi toutes ces comédies horrifiques ? Probablement pour compenser la déprime chronique à laquelle je suis sujet, et la fête des voisins, tout ça. Qu'est-ce que tu te poiles j'ai dit. Ouais. Alors le film se présente comme une série B d'allure plutôt friquée, et j'ai eu, je dois le dire, une petite pensée pour le camarade Maxence de Very Nasty Stories en le regardant, car j'y ai même retrouvé une petite vibe trauma qui, je sais, qui lui est chère, je le sais. Alors, pour résumer le film, tout va bien pour Charlie Brewster, petite banlieue friquée, il est fan de films d'horreur, avec la télétube cathodique dans la chambre, sa mère est aimante, un peu au bout du Rolls et sous Valium, pas de conflit, il révise même ses contrôles de géométrie au taquet, il a des potes méga stylés comme Ed, qu'on appelle le démon, une forme de mix entre Gollum et le chanteur de Sum 41. De ouf. David Bowie un peu aussi, je trouve. Ah, Il ressemble à un personnage de One Tree Hill. c'est vrai, effectivement. Tu vois ? Un peu, ouais, bien sûr, je vois. Il a même une copine trop sympa qui maltraite, évidemment. C'était les années 80. C'est la super Amy. Et là, je suis sérieuse, probablement le meilleur perso du film. Alors, oui, tout va bien jusqu'au jour où un mystérieux voisin emménage dans le manoir voisin de sa maison. Oui, alors c'est un manoir façon Édouard aux mains d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une On y banlieue, retourne. on est dans une banlieue pavillonnaire. On sait Camille, bouge-toi les Et ouais. et on ne sait pas pourquoi il y a une espèce de manoir gothique dans le lotissement. Alors, outre les classiques cartons de bouquins et de vaisselle, outre le frigo, eh bien, Charlie remarque que le nouveau voisin emménage également avec un cercueil. Alors, il a également des mains griffues, des crocs pointus. Bizarre. Ont lieu des meurtres de jeunes femmes inconnues. Et le voisin mystère Jerry Dandridge enchaîne les boulettes, si bien que Charlie finit par le soupçonner d'être un vampire. Alors plutôt que de se la jouer low profile et de documenter ses soupçons, le jeune protagoniste va tout d'abord accuser bêtement son voisin d'être un vampire, d'où le titre du film. Vampire, vous avez dit vampire, au péril de sa vie, puis finalement tenter de déjouer ses plans maléfiques avec sa team de bras cassés. Au programme du film, alors make-up un peu dégueulasse, il y a des séquences en stop motion, tout un tas d'effets réels qui me sont chers et précieux, une imagerie érotique du vampire suceur de sang attirant hommes et femmes livrant leurs coups sans aucune pudeur. Je n'ai aucune réserve sur ce film, tant je l'ai adoré, c'est la deuxième fois que je le vois, et il m'a énormément plu. Je note également une bande-son des années 80. Ah, quelle horreur cette bande-son. Absolument magnifique. J'adore, moi. Absolument Alors, moi, je magnifique. trouve qu'elle est plutôt de qualité. Hein. Ah ouais, moi j'adore. Ah ouais, j'adore. moi, D'ailleurs, j'ai j'ai pas mal. relevé le nom de la personne qui l'a C'est Brice. qui l'a fait. Alors, il y a de la musique, je pense qu'il y a de la musique originale, mais il y a surtout de la musique licenciée. Alors il y a le morceau Fright Night de la fin qui est Ah ouais. Non, moi, c'est Et qui, au début, un banger, comme disent. Ah, un banger, comme disaient Oui. les jeunes. Non, mais c'est Ouais. la caisse claire, là, avec la réverb et tout, là. On peut plus, moi, les synthés dans tous les Ah ouais, sens. moi j'aime Oh. bien, tu vois, un peu Paradise City des Guns N' Roses, là, tu vois. cette- Ah ouais, justement, ouais. Bah, il y a Yves Champagne King, Give It Up, qui passe dans le club. Ah oui, C'est Ah incroyable. oui, ouais, mais Ouais. la musique de club, j'ai bien aimé. Ça ressemble à Prince. ah oui, c'est vrai. On
pensais que Prince était cher. Voilà, non, mais bref. Alors, tu t'évoques la séquence du club. Je crois que c'est ma séquence préférée du film. Elle est incroyable. D'ailleurs, bon, je pense que je suis pas le seul. Il y a des gens qui ont souvent, je l'ai vu sur YouTube, enfin des gens qui parlent de cinéma, qui adorent de compiler un peu les scènes et les scènes de boîte de nuit. Et donc ils mettent les meilleures scènes de boîte de nuit. Alors il y en a des classiques qu'on retrouve. On retrouve la scène de boîte de nuit de Collatéral de Michael Mann, tout ça. Mais alors Vampire, vous avez dit Vampire, personne n'en parle jamais. Alors que cette scène de boîte de nuit est quand même extrêmement bien chorégraphiée. Je l'ai oublié pour te dire, ça a dû marquer. Attends. Pourtant, ça ressemble au film dont tu avais parlé, qui se passait à Londres. Last Night in Soho. Ouais. Ah oui. Ouais, Léo. Ouais. Oui. Mais dans le sens où il y a un miroir, je pense que c'est chorégraphié de la même façon. Même moyen. La phase de danse. Non, mais on n'est pas loin. Ah, mais dans l'intention. Tu vois ? Ouais, ça y est. Voilà. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas tant de réserves sur ce film. En fait, je le trouve à la fois inoffensif et indispensable parce que je pense qu'il est le germe de... Enfin, non, il y a énormément de films de vampires qui a été fait avant, mais en tout cas, c'est un peu la racine du film de vampire moderne, entre tradition et modernité, je dirais. Comme le Japon, quoi. Littéralement le Japon, ouais. T'as pas passé genre 2 semaines au Japon, toi, par hasard? Non, 2 jours. Mais non, en tout cas, il est je trouve, il reprend tout un tas de clichés autour de l'imagerie un peu classique du vampire, il les détourne de façon humoristique et moi je trouve que le film marche très bien. Le seul défaut que je lui vois, c'est qu'il met quand même un temps infini à démarrer. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'action au bout d'à peu près 1 heure, mais voilà, il y a des blagues, il y a des acteurs un peu cabotins, des gens qui Ed, le copain, lui il en fait des caisses en permanence. Voilà. Oui, puis c'est rigolo parce qu'il y a un truc méta dans le film dès le départ avec, comme tu le disais, dans la chambre de Brewster, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde en fait une personne qui présente un programme horrifique qui s'appelle Fright Night, et en fait ça joue en permanence sur la représentation des vampires fictionnels et très attirante et tout, et comment on fait quand on est face à un vrai vampire. Il y a un truc qui est intéressant par rapport au film, c'est que j'ai lu que c'était le premier film hollywoodien qui avait mis autant d'argent dans les effets liés aux vampires. Il y a $1 million qui était dédié juste au FX des vampires. Prothèse de doigts. Et non, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont une vraie existence, Ils ont une vraie personnalité. Chaque vampire, bon, il y en a pas plusieurs 40, dates de transformation même en plus. Exactement. Et il y a les dentiers qui sont quand même assez ils sont très bien. réalistes. Ils sont bien, je trouve. Ça n'a pas vieilli, moi je trouve. C'est plutôt efficace. C'est vraiment ce que je me disais. Et tu parlais d'un film de vampire indispensable, mais alors j'ai vu passer aussi un truc, je ne saurais plus exactement vous resituer, mais le film est sorti à un moment où les films de vampires étaient démodés, et en fait il y a vraiment ce truc moi que j'aime beaucoup, c'est assumer du vampire, c'est has-been, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tout le film dit ça. En fait, c'est un peu nul. Même le personnage principal. Voilà, genre, le vampire. C'est un peu nul d'avoir peur des vampires, et le personnage. Jerry Dandridge, il a des cheveux de riche et tout. Il est un peu le chasseur de vampires, il explique que les jeunes ne regardent plus du tout son émission parce qu'en fait tout le monde s'en fout maintenant. On regarde plus les vampires pour avoir peur. Et ça, je trouvais que ça marchait bien. Enfin, c'était rigolo. Bah oui, et puis il y a mais il y a cette bonne idée je trouve de reprendre, tu le disais, de réutiliser dans leur track, leur propre chasse aux vampires, tous les outils que la fiction a légués pour tous les codes que la fiction a laissés derrière elle pour s'attaquer et chasser un vampire, quoi. Juste pour revenir sur les effets spéciaux, c'est quand même marrant de noter que c'est Michael Lantieri qui les a fait, qui à la base, qui a aussi travaillé sur Jurassic Park et sur les effets de Retour vers le futur 2 et 3. Donc c'est quand même un mec qui s'y connaît un peu, des quoi, effets techniques c'est pour ça que ça marche. Oui, ça n'a pas trop vieilli en vrai. Ça marche vachement bien. En plus, maintenant, on y revient beaucoup aux effets techniques, donc c'est des films qui reprennent presque un coup de jeune, je trouve, quand on les revoit, parce qu'on est toujours impressionné par les moyens techniques qui ont été mis en œuvre pour faire les petits crocs, les petits ongles, les petits doigts. Franchement, ça marche bien. Mais le côté un peu méta, rigolo du film,
qu'on peut retrouver après dans des comédies qui parodient déjà le film d'horreur, genre, je sais pas, au hasard Scream, quoi. C'est du coup le Peter Vincent, là, ce personnage qui veut pas, n'est pas un chasseur de vampires, qui est juste un showman, en fait, quoi. Et que le film, du coup, force à devenir un chasseur de vampires, comme lui se met en scène dans son émission, et qui n'en est pas vraiment un, et qui, finalement, le film le transforme en le truc qu'il voulait pas être, en fait. Donc c'est un personnage qu'on retrouve aussi dans Gremlins 2. Il y a un personnage qui est un présentateur vieillissant d'émissions qui faisait peur et qui sort pareil de cette espèce de cercueil machin avec les fumigènes à fond. Malgré lui. Et en même temps la poudre qui se voit beaucoup sur les rides. Donc, là il y a 200 kilos de machines à fumer. Là, c'est vrai beaucoup de fumée, partout tout le temps. Je les voyais à limite. La maison, alors là elle est là, là elle est là. Bah écoute, ces années-là, tout le monde fumait à l'intérieur, donc c'est normal. Il y a aussi tous les vampires. Il y a un truc qu'on peut ajouter, c'est quand même toute la dimension. Enfin, moi, j'ai trouvé très homo-érotique du film. Oui. Il s'en cache pas. Enfin, le personnage de Dandridge, le vampire. En fait, la première rencontre, parce que déjà, il l'emménage pas seul. Oui, il emménage. C'est un couple de voisins qui emménagent. C'est un couple. C'est pas un couple de vampires parce qu'on connaît pas très bien la nature de. C'est plus un serviteur. Ouais, ça a l'air d'être son serviteur qui s'occupe en tout cas de la maison. En fait, ce gars, oui, qui prépare, qui s'occupe de la maison le jour pendant que l'autre dort dans son cercueil. Voilà. Pas d'équilibre des tâches ménagères. Super, bravo. C'est vrai que c'est pas du 50-50. C'est les années 80. Jerry se lève, il croque un coup, il mange une pomme et il retourne se coucher. C'est vrai qu'il mange des pommes. Ouais. Beaucoup de pommes, c'est bizarre. Beaucoup de pommes. Ouais, c'est la tentation. La tentation. Twilight. On en parlera aussi ce soir des pommes. Mais la première apparition du vrai vampire, elle se fait par la fenêtre avec notre héros qui regarde par la fenêtre avec des jumelles et qui tombe donc sur une scène très érotique parce qu'il y a quand même aussi tout un truc, c'est comme Twilight n'a rien inventé. Tout le sous-texte du film, c'est sur la question de la perte de la virginité qu'ils n'arrivent pas à perdre. L'héros, c'est Talatlo. Le film s'ouvre là-dessus. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à coucher avec sa copine parce qu'en fait, il est obsédé par son émission de vampire et donc ça l'empêche, quoi. Non, ça c'est le côté un peu gênant du film, quoi. Effectivement, cette scène d'intro là. C'est gênant parce que ça. C'est ringard. Ça a 40 ans, quoi. Tu vois. Oui, mais c'est encore le culte de la virginité. Là, chez nous avec ça commence à bien faire. Voilà. Mais je veux dire, on n'est pas si loin du même discours. En termes de forme, les choses ont changé, mais il y a énormément. On parlait de la saga Twilight, tout ça, mais en fait, on est encore là, tu vois, 35 ans après. Et donc, la première fois qu'il le voit, donc c'est à travers sa fenêtre, etc., qui mate comme un gros pervers avec des jumelles. Et il y a une scène très érotique pour le coup du vampire, donc qu'on ne sait pas encore vampire, avec une femme dont on voit les seins. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le personnage principal, il se focus pas tellement sur la poitrine de la femme. Non, il se focus sur le visage de l'homme. Et il y a un échange de regards il y a un échange de regards très sulfureux et tout ça. Et surtout, il y a la main de Jérémy, Jerry Dandridge. Jerry, je l'appelle Jérémy. De Jerry, qui se dresse pour aller fermer le rideau. Et en fait, il a des doigts de femme, il a des doigts manucurés, avec des longs ongles et tout. Ah bah si. Manucurés, ils sont un peu dégueulasses quand même. Oui, mais c'est une French en vrai, quasiment. C'est vrai. Sur le blanc. Je suis d'accord, les ongles sont manucurés. La main est poilue et la main inquiétante. Ouais, mais c'est une main, les doigts sont, tu vois. Et donc il y a un jeu, doigt. je trouve, là-dessus. Ouais. Il y a aussi une autre séquence, toujours par cette fenêtre, moi qui m'a fait hurler de rire, parce qu'en fait le plan dure trop longtemps. Donc on est du côté cette fois-ci du vampire, qui a son serviteur qui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a la tête au niveau de l'entrejambe du vampire, qui lui regarde par la fenêtre pour aller bouffer le héros. Et j'étais là, mais ce plan est trop long. Enfin, moi ça me dérange pas, au contraire, work. Mais j'étais un peu en mode, d'accord. Ça, c'est très Nasty Stories. Non, mais en tout cas, c'est vrai que le film joue énormément là-dessus, s'en cache pas. Il y a énormément de gags qui peuvent paraître un peu lourds. Hein. C'est vrai quand on les regarde maintenant, mais je sais pas. J'y vois quand même. J'y vois quand même un. Je vais pas dire de la bienveillance parce que je pense que c'est un peu, c'est peut-être un peu
comment dire, le mot est peut-être un petit peu trop fort, mais en tout cas, quand je disais que je trouvais le film inoffensif, c'est là-dessus. C'est-à-dire que je trouve vraiment encore regardable à l'heure actuelle et je trouve ça encore simple d'en rire, en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, ça marche, c'est efficace en comédie horrifique, comme tu disais, Bon Enfant ou Innocente. Ouais. Et c'est comme ça qu'il s'apprécie, je trouve, le film. Ce qui est c'est comme ça qu'il a dû Est-ce être que tu vu veux à nous parler l'époque. du remake que tu as regardé par Ce qui n'est pas évident, parce que toi, tu as vu le remake. Moi, j'ai subi quelque chose de effectivement pas très cool, quoi. En fait, j'ai confondu, vous le comprendrez peut-être après, deux films de ce soir sur quel film on regarde le remake et lequel on regarde, on va dire, l'original, même si bon, c'est discutable. Et du coup, moi, je pensais que tu avais choisi le remake de 2011, je crois. Ouais. J'ai essayé au début de trouver des choses. Je me suis dit, bon, Thomas n'a peut-être pas choisi ça pour rien quand même. Il avait peut-être de la fièvre. Ça commence à être un peu gênant quand même. Et le remake, et en fait, c'est Lola, tu disais ça tout à l'heure, faire un remake d'une comédie d'horreur des années 80 en 2011. En proposant exactement le même film, ça n'a pas de sens en fait. Et du coup, moi je vous conseille pas particulièrement le remake. Ouais. Ce d'autant que le film est déjà une parodie. C'est ça, et on tombe un peu dans du scary movie, mais en plus en vraiment beaucoup moins drôle ou moins appréciable. Alors il y a Colin Farrell quand même. Il y a Colin Farrell. On peut apprécier Colin Farrell. On en parlait tout à l'heure, l'acteur Anton de Green Yelchin. Room. Voilà. Et il y a quelques scènes drôles dans le remake, mais effectivement, c'est le film original vidé de son essence en fait et refait quelques années plus tard. Et du coup, les choses qu'on explique par les années 80 sont restées et du coup maintenant c'est juste assez gênant en fait. À voir maintenant comme film. pour le coup, ça doit être. C'est pas terrible. Ouais. Je vais peut-être le regarder quand même. Moi, ça me donnait un peu envie, la bande-annonce. Oui, parce qu'il y a Fright Night 2 aussi. Oui, Fright Night 2. Oui. Et d'ailleurs, on parlait d'effets visuels réels tout à l'heure. Le remake n'en a pas ou peu. Et on est dans une période où les effets numériques sont utilisés à tort et à travers dans tous les sens. Et c'est immonde. Voilà, je vous le dis. C'est très moche. Il y a un plan de fin dont je vous envoie la photo, je crois. Oui. Qui est dégueulasse. Oui, mais c'est là on s'est rendu compte que c'était pas le bon film. C'est là parce que Thomas a dit, je me souviens pas de cette scène. Je me scène. rappelle pas de ça. Voilà, 1h45 de pur bonheur. Et j'ai trop kiffé, génial. Bon, mais Léo, tu sais, t'as fait des heures sup, ce sera valorisé. Ah, j'ai fait des heures sup. Ce sera. Regardez des remakes pourris, ouais. T'as le droit à un graissin supplémentaire. C'est ça. You. Eh bien, écoutez, on a bien ri. Regardez-le, très honnêtement, ça vaut le coup. Quand même. Ouais. Oui, mais apparemment, c'est un film vraiment culte dans le sens où il y a même un documentaire qui s'appelle Oh, You're So Cool, Brewster. Ouais, You're So Cool, Brewster. Que j'ai pas regardé parce que j'ai pas non plus regardé parce que j'ai une vie. Mais oui, c'est un film qui a son petit culte et qui est. Dont on entend régulièrement parler quand on regarde un peu les tops, les films de vampires, tout ça. Qui a eu une super réception en plus. Oui, qui a eu une plutôt bonne réception. Et alors, fun fact, le réalisateur, Tom Holland, c'est l'oncle du chanteur de The Offspring. C'est rien vrai à voir, mais je voulais le dire. Voilà. C'est l'oncle de Tom Holland. Comment t'as su ça? C'est écrit dans Wikipédia. T'allais chercher l'arbre de parenté. Les arbres généalogiques. D'accord. Et c'est vrai que quand tu mets les photos côte à côte, ils se ressemblent. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Pas assez à préparer la chronique. T'as écouté The Offspring après aussi? J'ai pas besoin de ça pour en écouter. J'aime encore ça, malheureusement. C'est mon côté. J'aime beaucoup aussi. Je suis comme les vampires, je suis un peu has-been. Donc, du coup, j'aime bien de temps en temps. Eh bien, nous allons passer au second film. Même plus de transition maintenant. C'est juste un point virgule. Non. Ma transition, c'était The Offspring. Rien à voir avec la suite. Mais c'était. Les États-Unis. C'était pour sortir du film et re-rentrer dans un nouveau film autour d'un barbecue entre voisins. Ah, c'est ça. Eh bien oui, tu vois, tu l'as maintenant. Kids are Rental Right. On enchaîne. On part. C'est ambiance fête des voisins, barbecue et compagnie, avec le film de Lola.
Alors Lola, qual est tu filmo? Mon film, c'est un BR. I just moved here. I don't really know anyone. What brought you to LA? Trying to start a new life. Missed one here. Any pets? Nope. You got it. We're neighbors. Hey, listen, we're having a barbecue. You should come. Welcome. We like to make this place feel like a real neighborhood. And we all kind of take care of each other here. Does the plumbing do that every night? Do one. So tired all the time. Do you hear that noise? I don't hear anything very well anymore. You think I'm crazy? On a bien compris. Ouais, je suis étonnée de ma sélection d'extraits. J'avais oublié. On a tout compris. Ne fais pas de résumé, c'est très clair. Donc 1BR en anglais, 1BR The Apartment en français, bizarrement. Film de David Marmor. Je vais tout faire avec mon accent français ce soir, je crois. Sorti en 2020, qui est un film d'horreur américain avec Nicole Bryden Bloom qui joue le personnage principal de Sarah, Gil Mattei qui joue Brian et Alan Blumenfeld qui joue son père, le père de Sarah, Gus. Il y a d'autres acteurs, mais encore une fois, j'avais la flemme, donc j'ai noté que ces trois-là. Voilà, c'est de pire en pire. Ouais, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, j'apprends plus à prononcer les noms, c'est n'importe quoi. Donc ça parle de Sarah, qui est une jeune femme un peu paumée, récemment arrivée à Los Angeles pour devenir, on le comprend vaguement, créatrice de mode, un peu comme dans Last Night in Soho, mais à LA. Et aussi elle est venue aussi pour fuir, c'est pareil, son père qui est un peu nul, une vie de famille un peu glauque. Et elle va réussir à dénicher l'appartement de ses rêves dans une résidence digne d'un jardin d'Éden. Tout le monde est gentil, serviable, heureux, le soleil californien brille et surtout le nouveau voisin de palier, Brian, est ultra sexy. C'est vrai. Brian. Ouais. Camille ne l'aime pas. Camille c'est pas est son mitigée. style. Mais j'aime pas non plus le crépi dans les couloirs. C'est vrai que c'est pas Ah ouais, le crépi. C'est moche. Et puis ça peut faire mal si on se cogne. Non, mais les parties communes sont pas top. Oui, c'est vrai. La copro. Après, on n'a pas vu là où ils mettaient les poubelles. Et puis, on sait pas le prix des charges. Donc on sait pas grand-chose. Attends, revenons. Le marché immobilier californien, s'il vous plaît. Que de questions à poser au réalisateur. Sauf que, donc, évidemment, ça part en cacahuète. Dès la première nuit, dans son nouvel appartement, Sarah va très mal dormir, croyant entendre le vacarme de la plomberie, de la tuyauterie, on ne sait pas trop. Et elle va vite s'apercevoir que l'endroit n'est pas si paradisiaque et que c'est pas vraiment la tuyauterie le problème. Non, mais alors moi j'ai appris j'ai aussi appris que Thomas le savait là, avant d'enregistrer, mais que BR c'est l'abréviation de bedroom. Moi je ne savais pas. Donc enfin je crois. Si c'est ça. Mais ça m'a semblé évident quand tu l'as dit, mais je croyais que c'était Basement Room. En fait. J'étais déboussolée parce qu'elle est au deuxième. Rien compris au film. Ça n'a aucun sens. Le film s'appelle 1BR, elle habite au deuxième. J'arrête le film. Ça suffit. En fait, c'est du jargon immobilier. C'est dans les annonces, quand on cherche un appart, ils mettent, au lieu de mettre une chambre disponible, ils mettent 1BR. Voilà, le voile est levé sur ce mystère. Tout le monde se posait la question. Ouais, bah c'est l'intrigue du film que tu viens de divulgacher. C'est-à-dire qu'à la fin, marché de l'immobilier tellement horrifique, tu vois. À la fin, on voit l'annonce avec le truc écrit en toutes lettres. On dit. C'était ça. C'était donc ça. Le twist. Ça fait peur. Non, mais ce film a quand même été présenté au Festival international du film Fantasia, donc à Montréal, et à l'Étrange Festival en 2019. Puis il est rentré en compétition à Gérardmer un an après, où il a obtenu tout de même le prix du public. Donc c'est vraiment, je crois, un des prix les plus convoités quand même. Enfin, c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Moi, j'en avais. Pardon, je te coupe une seconde, mais moi, j'en avais entendu vachement parler quand il était en train de tourner en festival. J'avais vu les bandes annonces et tout. Et alors, j'étais hyper chaud parce que j'étais persuadé que c'était un film de maison hantée.
sur la bande-annonce. Ça fait un peu. J'étais sûr que c'était un film qui font du bruit. Ah ouais, j'en étais persuadé. Il y avait que des séquences qui divulguaient, enfin qui spoilaient pas le reste de l'intrigue. Foreshadow. Ouais, on dit foreshadow maintenant. Mais et du coup. J'étais presque un peu déçu quand je l'ai vu pour de vrai. Bah, tu peux demander. Le David Marmor travaille sur le 2, donc tu peux lui proposer 2BR. Ouais. 2BR. De plus en plus grand. On va finir avec un triplex. Ça s'appelle 2BR, 2 points, ça sent bourgeoise. C'est une Gentrification. Moi, c'est un film que moi, j'en avais pas du tout entendu parler comme Thomas, mais je l'ai vu un peu par hasard sur Shadows il y a quelques jours. Et ça se prêtait vachement bien au thème de ce dimanche. Donc je me suis dit, let's go, c'est rigolo d'en parler. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai été surtout conquise par la prestation moi, de la jeune actrice Nicole Bloom, voilà, qui a je crois qu'à 29 ans. Et pour la petite anecdote Pure People, c'est la nouvelle chérie de Justin Theroux. Qui a genre 86 ans de plus qu'elle. Oui, tout va bien. Il pourrait être son grand-père. C'est le mec qui joue dans Leftovers. Oui, tout à fait. D'accord. Qui a été avec Jennifer Aniston, non? Oui. Oh là là. Oh Il y là en là. a un qui va souvent chez le coiffeur. Il est au courant. Oui, je suis l'actualité. Je potasse. Bon, l'instant closer est terminé. One Beer, du coup, c'est un film qui parle de la communauté, comme elle est appelée dans le film, inspirée de plusieurs sectes, mais notamment d'une en particulier, de Synanon, un mouvement religieux, je mets des guillemets, un mouvement religieux qui a vu le jour fin des années 50 en Californie et qui était à l'origine un programme de désintoxication. Donc plein de gens démunis ont rejoint ce petit mouvement religieux. Puis évidemment ça a dégénéré, ils ont commencé à jouer au jeu avec un J majuscule et ils ont dû se raser la tête, subir des vasectomies et des avortements forcés et changer de partenaire. Voilà. Ça a assez mal tourné. Je crois que c'est considéré... ils ont une super page Wikipédia. Vous pouvez aller regarder. J'adore les pages Wikipédia de sectes. Ouais, c'est un petit... le dimanche... Je vous invite à la regarder parce qu'effectivement, c'est une secte assez connue. C'est jamais appelé secte d'ailleurs, les sectes. Je me suis aperçue de ça en faisant des recherches, mais c'est toujours appelé communauté ou mouvement... Parce que je crois que la labellisation secte n'est pas simple à avoir. Il faut passer énormément de certifications. Comme le bio, tu veux dire? Un peu... Les complotistes. Il y a un cahier des charges, ouais. Mais non, voilà, Synanon, une secte californienne qui est considérée comme l'une des plus dangereuses de l'histoire, en tout cas aux États-Unis aujourd'hui. Donc le film parle de ça, mais aussi de la propre histoire de David Marmor. Alors, à mon grand regret, il n'a pas été embrigadé, parce que quand il a commencé à teaser ça, j'étais en mode yes, raconte-nous quelque chose. Mais non, juste comme Sarah, son personnage principal, ouais, je suis d'accord. Son personnage principal, il est arrivé à Los Angeles une petite vingtaine d'années avec pour but de poursuivre un rêve. Et il s'est rendu compte qu'il était très seul et isolé. Et il s'est retrouvé locataire dans un complexe d'appartements exactement comme dans le film. Et il a trouvé ça extrêmement bizarre, si ce n'est effrayant, au point d'en faire un film. Ça a vraiment été le départ de One Beer. Et moi, c'est ça qui me plaît dans son film. C'est ce côté... Ça me plaît parce que ça me fait très peur. C'est cette idée de vivre avec plein de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi, dans un endroit clos. Voilà, attention, je parle pas d'une coloc, parce que voilà, mais j'aime pas les colocs non plus. Ça me fait très peur aussi. Et en même temps, il y a ce côté contradictoire de vouloir être accepté au sein d'un groupe où il y a déjà des relations existantes, où c'est presque indispensable de bien s'entendre avec ses voisins. Oui, c'est ça, parce que c'est pas comme dans nos immeubles parisiens ou européens, on va dire. Là, tout le complexe est construit autour d'une cour intérieure, une sorte de patio, dans lequel il y a presque une obligation de se retrouver pour faire des dîners ensemble et faire des barbecues. Ça explique. Oui, et moi ça c'est mon pire cauchemar en fait. Et donc évidemment... Il y a une piscine.
Non, Non, il n'y a pas. Ah, il y a pas de non, piscine. Moi, j'ai pas vu. Non, on aimerait qu'il y ait une piscine, mais bien, c'est piscinable, je pense. C'est piscinable. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Je pense qu'il y a une buanderie commune. Mais le problème, c'est que tu fais augmenter les charges. Mais c'est pour ça qu'il y a des sectes qui existent. Il faut financer les piscines. Bah c'est ça, non mais moi le côté colloque géante couplé à la secte de zinzin qui te lave le cerveau en te séquestrant et en te clouant littéralement au mur. Oui, là c'est un peu too much. Je te d'accord. Moi ça me fait très très peur. J'étais en PLS pendant tout le film. Ouais. Mais contre un petit jacuzzi. Je le dis. On peut faire un effort. Mais pour moi, ça c'est à peine une fiction ce film. C'est-à-dire, si les voisins devenaient un peu plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pour moi, on est à peine dans l'anticipation. Oui, parce que c'est ça, tout part quand même du fait qu'elle rompt une règle. Oui. Genre, ce qu'on entend dans le trailer, c'est normalement, il n'y a pas d'animaux. De compagnie. Et elle a un petit chat. Oui, enfin après, de toute façon, même sans chat, elle aurait été. Ils auraient trouvé un truc. Ouais, il y aurait eu. De toute façon, elle a été sélectionnée pour ça. Enfin, ils sélectionnent que des locataires, on le comprend assez rapidement, pour les embrigader et voilà. Enfin, moi, donc effectivement, c'est un premier film que j'ai trouvé de bonne facture, qui est pas très long. On rentre directement dans le vif du sujet et je trouve qu'il y a quand même si c'est un peu du déjà vu, il y a une intrigue qui tient bien la route. C'est très anxiogène. Ça marche bien. Les séquences de torture basculent pas dans la boucherie à outrance. Voilà. Peut-être que les personnages, j'ai vu que c'était une critique qui revenait souvent, mais les personnages, on leur reproche de ne pas être assez écrits, qu'on ne prenne pas plus le temps de les présenter. Le film a été comparé à Get Out, où on a plus pris le temps d'amener dans l'ambiance. Pas les mêmes moyens. Ça n'a rien à voir. Alors je sais que le réalisateur adore Get Out et les films un peu elevated horror, Midsommar et compagnie. Là, le film, je pense pas qu'il ait la prétention de faire un Get Out like. Et voilà, moi je trouvais que c'était cool de voir ce film. Et la fin, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a évidemment rappelé The Invitation. Exactement, de ce que j'allais dire. Karen Kusama, qu'on ne présente plus. Mais c'est ça, en fait, ça s'exporte dans toute le voisinage et la société entière. En fait, on se rend compte qu'elle n'est pas. Ouais, puis c'est sur ces sectes à Los Angeles. Moi, je connais très mal cette histoire. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses sur Internet. Donc, je ne sais pas si vous en savez un peu plus que moi, mais moi, Non. Mais c'est aussi même sur l'immobilier en soi. Enfin, sur le fait que ce soit. Il y a une satire du marché immobilier, mais le fait est que ces communautés un peu utopiques, cheloues à Los Angeles, ça existe beaucoup. Au début, moi j'ai noté, c'est un peu une espèce de revival de la cité hippie ou chez nous de la cité radieuse. La cité radieuse, mais poussée à l'extrême, parce que on comprend aussi qu'il y a un endroit où les enfants étudient, et tu vois, c'est vrai qu'à Marseille, la cité radieuse, enfin, il y a eu des projets architecturaux comme ça, où en fait, t'avais une épicerie dans l'endroit, et puis t'avais un centre aéré, et puis un centre de culture et tout. Les grands ensembles ont été pensés comme ça, de manière générale. Et moi, je trouve ça très intéressant en soi, comme idée. C'est juste que le problème, c'est que là, évidemment, ça devient un lieu clos. Et là, c'est l'enfer, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, plutôt qu'une espèce de film documentaire sur des pratiques sectaires, moi j'ai plus vu un film effectivement qui était un peu critique de tout ce truc qui doit être, je connais pas, mais qui doit être probablement un problème à Los Angeles, qui est déjà le problème du logement. Et puis, à Paris aussi, monsieur. Ouais. Non, mais c'est clair, à Paris aussi, mais à Los Angeles, ça a l'air d'être encore un autre level. Et puis, tu as tout ce délire un petit peu sécuritaire américain par-dessus, de voisins vigilants, qui sont des trucs qu'on voit arriver de temps en temps. Tu vois, même en France. On a ça, mais souvent dans les campagnes. On a parce que bon, quand même. Non, mais on a ça en France beaucoup dans les campagnes, où tu as ce système de voisins vigilants qui sont liés à la gendarmerie et qui contactent la gendarmerie quand il va un truc. Il y a les parents vigilants aussi, figure-toi, qui sont une espèce d'association de parents d'élèves d'extrême droite zémouristes. Aïe. Bon, bref, on digresse. Mais effectivement, il y a ça, et il y a aussi moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce personnage, pour le coup, féminin, il est chouette. L'actrice est vraiment bien. Toi aussi, tu trouves? Ouais, je trouve qu'elle est vraiment. Elle dégage quelque chose d'intéressant. Elle porte quelque chose. Oui, tu t'ennuies pas de la suivre et tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un sujet assez présent sur l'idée que les hommes pensent à la place des femmes en permanence et sont dans un discours de ma pauvre petite chérie, on va te protéger, etc. Oui, toute cette séquence de
torture en plus où elle est enfermée, c'est ça, c'est pour ton bien, tu vas le comprendre au bout d'un moment. Oui. Et ouais, ça c'est vachement présent dans le film. Même la relation effectivement, avec son père, Bah, tout à fait. voilà, qui ne cherche qu'une chose, c'est de la faire revenir parce qu'il a peur pour elle, alors qu'elle lui dit que tout va bien. Bon, elle ment en l'occurrence, mais mais oui, il y a un côté. Moi, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je m'attendais pas à ça du tout. Bah, exactement. Pareil, moi, je trouve que le film ménage très bien son mystère en fait, pour basculer dans le truc. Et puis, moi, j'avais peur que ça tombe. Tu vois, il y a un truc qu'il évite, c'est la réconciliation avec le père en fait, qui n'a pas lieu. Parce que on imagine que de toute façon, elle était à la recherche. Elle avait elle avait besoin de s'en séparer. Et en fait, elle utilise son embrigadement et sa condition sous prétexte de protéger son père, évidemment, mais pour rompre complètement les ponts avec lui. Et donc ça, c'est quand même plutôt un choix intéressant de scénario, là où le dogme aurait voulu qu'il y ait une réconciliation, et qu'ils viennent à la que lui apprenne la vérité ou alors vienne la sauver, tout ça. Ben, le film évite de tomber là-dedans. Alors c'est marrant parce qu'on le compare à Invitation et il y a de quoi. Moi je trouve que la fin est intéressante sur le papier, mais en fait elle est un petit peu elle fait fin de cinéma en fait. C'est un peu le problème. C'est grandiloquent quoi. C'est-à-dire qu'en fait le film reste dans une espèce d'économie de moyens et de trucs hyper narratifs où tout est justifié, machin, tout ça, et à la fin tu as ce truc un peu j'ai utilisé un grand mot qui est probablement pas adapté, mais un peu baroque, tu vois, à la fin, où voilà, les alarmes s'allument dans la rue, c'est l'insurrection, c'est quasiment apocalyptique, et ça, je trouve ça a du mal à passer. Dans un film comme celui-ci, là où The Invitation, je sais pas, je trouvais ça un peu plus cohérent avec la facture du film, avec tout ce qui véhiculait en amont et tout ça. Je trouve que la fin tombait moins comme un cheveu sur la soupe. Là, c'est pas qu'elle me déçoit, je comprends ce qu'il veut faire, mais je trouve ça un peu. Oui, non, mais surtout c'est un peu abrupt, parce que, il parle pas du tout de l'extérieur avant, et d'un seul coup, ça fait un peu fin mindfuck, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça ouvre, effectivement, c'est pas inintéressant qu'il en fasse. Enfin, tu vois, je comprends pourquoi est-ce qu'il a envie d'en faire un deuxième, parce qu'effectivement, il a laissé la porte ouverte à ça. La porte ouverte de l'appartement. Au voisin, vigilant. Non, quand même, il y a un truc dans le film, le chat, c'est pas ok ça. Non, le chat, il le cuise dans le four, et ça, je suis pas d'accord. C'est minou. Et tu le fais cuire comment, toi, d'habitude ? À 180 degrés convection, voilà quoi. Ouais, non, t'es plutôt à l'eau, casserole quoi. Non, Marie, c'est pas ouf. Ouais. Non, c'est horrible. Il faut enlever les poils. Oh là là. Bon, mais surtout, elle reçoit des messages d'insultes de ses voisins. Excuse-moi, mais moi, je déménage direct. Il y en a qui sont allergiques aux chats. Connasse. On voit ça, t'es là genre, sympa. Elle aurait pu écrire, ils ont qu'à prendre du Zyrtec. Voilà. Zyrtec plus, effectivement. Aérius, très bien aussi, oui. Bonne antihistaminique. Je vois qu'on a des connaisseurs et des connaisseuses. Le pollen. Je me retiens de faire la blague depuis tout à l'heure, mais le 2, c'est en Bretagne. Sur les côtes de Marmore. Pourquoi ? On la coupe celle-là, hein, peut-être. Non, jamais. Trouve une transition. Eh bien, transition toute trouvée vers le film de Camille. Là, vous m'en direz des nouvelles de cette transition, parce que... Est-ce qu'il y a du cidre ? Oui, les questions... Ça ressemble un peu à la Bretagne, quand même. Au Morbihan ? Exactement. Et les petits optimistes, avec des riches. En 2 mots, avec un T pour mort. Oh là là. Il y a du Moi, level, je tente des trucs. Allez, Brice, musique là, parce que fou. Alors, Camille, quel est ce film ? Alors, moi, je vais vous parler de Funny Games US.
What is it, honey? There's someone here. Hello? Sorry to disturb you. I'm staying next door. Please, come in. Wow, that's a really great set of clubs. Mr. Farber. What? You want to call someone? An ambulance? Or the police? Why are you doing this? Have a seat, please. Alors, trigger warning, je pense que je vais parler du film le plus angoissant de la sélection de ce soir. Oui. C'est quand même un film dont on ne sort pas indemne. Et vraiment, il faut le dire, parce que c'est le cas. Alors, Funny Games US, un film de Michael Haneke, sorti en 2007. C'est en fait le remake quasiment plan par plan de la première version qu'il avait fait en 1997. Je confirme. Qui s'appelait aussi Funny Games. Là, je parle donc de la dernière version avec Naomi Watts, Tim Roth, Devon Gearhart qui joue Georgie l'enfant, et deux personnages qui s'appellent Paul et Peter, respectivement interprétés par Michael Pitt et Brady Corbet. La musique est en fait une reprise de la musique de la première version. C'est John Zorn, et moi j'adore John Zorn. Ah, c'était lui déjà la première version ? Oui, tout à fait, avec un jazz explosif, criard et délirant, qui fait très peur. Criard, ouais, c'est oui, c'est un euphémisme. C'est pas un jugement de valeur, hein. Oui, non, mais c'est un euphémisme, ça hurle, hein. Ça hurle. Alors, donc, de quoi ça parle ? Ça parle d'une charmante famille composée de Anne Farber, George Farber et Georgie, qui partent dans ce qu'on imagine être leur maison de vacances. Et en fait, ils s'amusent dans la voiture à deviner les compositeurs classiques. Trop drôle. Ah oui. Bah, c'est un blind test, quoi. Test de riche. Un peu collé-monté, je vous l'accorde. Le générique se lance, et là c'est donc explosé par le jazz hurlant de John Zorn. Le jazz, la boîte de jazz. C'est du punk, non? Bah, non, John Zorn, c'est un peu, c'est un peu vraiment un groupe de punk. Ah oui, non, c'est un peu savant, John Zorn. D'accord. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Ouais. J'entends par savant, musique savante, comme on nous l'a appris en classe d'option musique. Ah ouais. Donc, entre le free jazz et le punk hardcore, il n'y a qu'un pas. Tout à fait. Ouais. Exactement. Bref. Donc Anne et George croisent leurs voisins qui sont très loin derrière les grilles de leur domaine, occupés à s'entraîner au golf, avec deux personnages qui sont d'ailleurs habillés en blanc. Parfait pour le green, j'ai envie de vous dire. Donc ils arrivent dans leur maison magnifique, ils ouvrent la maison, ils veulent mettre le bateau qui c'est un petit voilier. Mais oui. Et alors figure-toi qu'il va chercher d'emblée, parce que Tim Roth, qui est donc un riche, il va directement pour se décontracter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met ses chaussures bateau. Ah bah oui. Ah bah. Voilà, c'est l'équivalent de nos pantoufles. On n'a pas les mêmes exactement. Ou de nos chaussettes trouées. Des Crocs. Ah bah d'accord. Non, mais je sais pas. Oui, bah c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de style, non ? Moi j'aime bien les Crocs, ça revient à la mode. Oui, je sais que c'est à la mode, mais c'est cher en plus. Encore pour. Ah bon ? Donc on ouvre cette baraque là et la famille parfaite fait ses petites affaires. Famille parfaite, si ce n'est Lucky, le petit golden retriever, qui est quand même pas très bien éduqué parce qu'il a la tête littéralement dans le frigo à essayer de bouffer des trucs et tout ça, et à aboyer un peu comme un dingo. Fred, le voisin donc, débarque flanqué d'un jeune homme qui porte des gants, Paul, pour les aider à mettre le bateau à l'eau et commencer bien les vacances, quoi. Mais Fred, il est un peu bizarre. Enfin, c'est Georgie qui dit ça, quoi. Ouais, Fred, il est bizarre. Pas beaucoup. Anne, elle, pendant ce temps-là, elle est à la cuisine, évidemment, et elle prépare le déjeuner en appelant une copine, jusqu'à ce que, d'un seul coup, une personne vienne la chercher dans la cuisine. C'est le second boy à gants qui débarque pour lui demander 4 œufs pour la voisine. Alors, pourquoi faire ? Non pas 2, non pas 3, mais bien 4. 4 œufs. Oui. Alors, pourquoi faire ? C'est important. Ah, mais je sais pas. Mais c'est pour cuisiner quoi ? Ah, mais non, je ne sais pas. Le mec est très poli, voire un peu obséquieux. Ouais. Et il lui explique qu'il est passé, en fait, par un trou dans la clôture, indiqué par Fred. Voilà, il se perd un peu dans ses explications pour dire comment il est arrivé là. Comment il arrive directement dans sa cuisine, effectivement. Donc, c'est pas Fred, hein, c'est Monsieur Thompson.
Avant même d'arriver à la porte, les 4 se retrouvent sur le carrelage et ils s'excusent à peu près 36 fois de ça, mais en même temps ils ne l'aident pas à nettoyer. Anne commence à laisser poindre un certain agacement qui devient vraiment tangible quand on va l'appeler Jean-Michel parce qu'il n'y a pas de prénom pour l'instant. Donc quand Jean-Michel balance littéralement son téléphone portable, enfin ça il n'y a que nous qui le voyons parce qu'elle le voit pas. Oui, son téléphone dans l'évier. Il se tire enfin, mais à peine une seconde plus tard, le chien se met à hurler à la mort et cette fois-ci, c'est pas un, mais 2 gars avec des gants qui débarquent dans l'entrée. Paul et Peter, donc. Paul est fasciné par les clubs de golf du père et il insiste pour aller les essayer dans le jardin. Et le qui, lui, ne cesse pas d'aboyer jusqu'à ce que d'un seul coup, plus de son, plus d'image, juste une espèce de hurlement avant qui fout bien la frousse. Ouais. Anne est de plus en plus mal à l'aise parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se débarrasser de ces 2 garçons. Et elle demande à son mari d'intervenir. Il essaye d'intervenir et en fait, la tension monte autour de cette question des œufs qu'ils ont encore cassés et où ils n'arrêtent pas de répéter qu'en fait, ça va, Anne et Georges en ont une 12e, ils en ont pété que 8, il en reste 4. Donnez-nous les 4 œufs. Tout ça se solde par une gifle de la part de Georges à Paul, parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un d'insolent. Et là, d'un seul coup, on arrive dans un jeu de massacre. Ouais. On comprend qu'en fait, c'est une prise d'otage qui est en train d'être faite de toute la famille. Et une seule règle à ce jeu, ça va être un pari entre eux. Est-ce que dans 12 heures, ils vont s'en sortir vivants ou est-ce qu'ils seront morts dans 12 heures ? Voilà. Ouais. Un début de vacances très compliqué. Funny Games, pas si funny que ça. C'est vraiment un film très difficile à voir, dans le sens où la violence, elle est montrée de façon clinique. Je dirais pas que c'est un film gore, parce qu'elle est suggérée en permanence. Il y a beaucoup de hors-champ. Quasiment. Ce qui rend la chose encore plus insupportable, parce qu'en fait, on est en permanence dans l'anticipation de ce qui va se passer et dans l'effroi de ce qui aurait pu se passer ou de ce qui s'est passé. Et nous aussi, en fait, on est un peu pris en otage par Michael Haneke, qui fait vraiment un film sur la violence et la violence aussi du cinéma. J'ai écouté un podcast très intéressant sur la philosophie de Funny Games. Ah oui. Oui, 58 minutes. Des chemins de la philo, je vous le conseille. On vous recommande d'écouter des podcasts. Et Michael Haneke, il faut savoir qu'au moment où c'est sorti, donc en 97 la première fois, donc c'était à Cannes, ça a eu une réception assez violente à Cannes. Nanni Moretti a pété un câble littéralement en disant qu'il ne supportait pas ce film et qu'il refusait de serrer la main de Michael Haneke. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que pour lui c'était un film dangereux et trop violent et problématique. Et Michael Haneke dit à propos de ce film: j'ai toujours dit que c'était un film en fait qu'on regarde si on en a besoin. Si quelqu'un est resté jusqu'au bout, il a eu besoin d'être torturé pour comprendre. Alors qu'en fait, on comprend très vite ce qui va se passer. Et il dit: je trouve ça hypocrite quand on regarde le film jusqu'au bout et qu'ensuite on proteste. En fait, tu pouvais partir. Bien sûr que si tu restes, en fait, tu voulais ressentir tout ça. Et ça, c'est, je pense, un peu l'avertissement qu'il faut avoir avant de voir ce film, qui en soi est un film incroyable d'un point de vue de mise en scène, de jeu des acteurs, de tout. C'est un film vraiment très puissant et assez parfait dans sa réalisation. Mais juste si je peux me permettre, c'est là qu'il est un peu malhonnête, Haneke. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est là qu'il est un petit peu... Enfin, Haneke, c'est un réalisateur qui est difficile à appréhender parce qu'il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme quelqu'un de misanthrope, antipathique, cynique, tout ce que tu veux. Bon, c'est quand même c'est quand même un cinéaste qui fait des films qui sont tout à fait intéressants, mais là où je trouve que cette citation qu'on avait déjà vue, effectivement, quand on a regardé le film, voilà, et un peu... ouais, c'est un peu border, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il utilise tous les atouts et tous les attraits du langage du cinéma pour te faire rester devant. Bien sûr. C'est photographie de Darius Khondji, c'est du suspense, tu vois, utilisé. Et on le disait aussi. T'as le hors-champ qui est très utilisé pour créer le suspense, pour machin. Donc en fait, t'es captif, tu peux pas. Tu espères un truc aussi. Sauf si tu ne supportes pas le film. Moi, il y a eu plusieurs personnes de mon entourage qui ne l'ont pas supporté au moment où ils l'ont vu et qui ont arrêté le film. J'ai aussi lu pas
pas mal d'écrits de gens qui parlaient qui témoignaient sur leur première fois vis-à-vis de ce film et tout ça, dans une approche très positive, parce que c'est un film qui est considéré comme un film fondateur pour eux et tout. Il y en a une qui a travaillé beaucoup sur Haneke et qui a d'ailleurs fait beaucoup d'entretiens avec lui et qui lui expliquait qu'en fait à chaque fois qu'elle regardait Funny Games, il y avait un choc tellement fort qu'en fait elle s'endormait. Et qu'à chaque fois qu'elle voit ce film, en fait, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Enfin, il y a un truc violent qui se fait dans son corps, presque de catatonie totale. Et il y en a un autre. Alors ça, c'est un point que je voulais évoquer avec vous parce que c'est ça qui m'a fait beaucoup rire. C'est que je pense que c'est un film qui dévoile, qui travaille beaucoup sur la question de la perversité. Et en fait qui dévoile aussi notre caractère pervers et nos dimensions perverses, dans le sens où c'est un film qui chez plusieurs personnes a déclenché un truc assez marrant. C'est je vois le film, je suis extrêmement choquée par le film, et derrière ma première réaction c'est de vouloir montrer le film à quelqu'un sans lui dire ce qui va se passer. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça ne m'étonne pas, parce que moi j'ai lu pas mal de témoignages de gens qui disaient justement, moi la première chose que j'ai fait c'est montrer le film, et moi-même la première fois que j'ai vu le film, en fait je vous raconte ma vie, mais j'étais en vacances avec des amis et on s'était dit tiens, donc en Bretagne, ça tombe bien, tu vois, dans le Morbihan. Non, mais c'est marrant, tu vois, comme quoi rien n'est dû au hasard. Oh bah c'est écrit, on le dit à tous les épisodes. Mais... Oui, on travaille bien nos répliques, bon. Ouais, voilà. Donc on était dans le Morbihan entre copains et on s'était dit on va ramener chacun un film qu'on va montrer aux autres. T'as ramené Funny Games. C'est pas moi qui ai ramené ça. C'est pas toi. C'est un ami qui malheureusement ne fait plus de partie de mon entourage. Depuis ce jour. Alors, pas depuis ce jour, je ne veux pas faire de cause à effet, mais voilà, je le note. Et qui nous a montré ce film. Moi, j'avais déjà entendu parler de Funny Games, et donc je savais un peu de quoi ça parlait. Et en fait, j'ai vu pendant toute la projection du film à quel point il jouissait aussi de nous voir, nous, dans la position dans laquelle il avait été avant. Et en fait, je pense que c'est un film qui produit ça. Il a fait ce que Haneke fait quand il fait le film. Exactement. Parce qu'à un moment donné, t'as ce que j'ai appelé, je dis, attends, ça va arriver, c'est le moment où il nous fait un double fuck, parce que il nous tend un doigt pendant tout le film, et puis à un moment donné, il nous tend le deuxième. Moi je trouve que ce moment arrive au moment où il s'empare de la télécommande. Ne dévoilons pas. Non, mais on va en parler. Il y a un épisode de Rewind à un moment donné où en gros, la manière dont je le comprends, c'est parce que le film passe son temps à briser le quatrième mur. Il y a énormément de regards caméra, de trucs, de machin. Michael Pitt, il se tourne vers nous, il nous parle. Il s'adresse à nous. Voilà. Et donc Haneke, c'est un film au travers duquel, tu vois, il vient te parler en tant que spectateur et faire appel au fait que tu es témoin d'un truc ignoble qui est en train de se produire, ce qui est pas inintéressant, mais là où c'est quand même un peu facile, c'est qu'en fait lui, il se... Sa posture, elle m'a beaucoup dérangé pendant le film. Et tu parles justement de briser le quatrième mur. Moi, ce film et le discours que lui, il a vis-à-vis du spectateur, en fait, je le trouve très facile et d'un manque de recul vis-à-vis de lui-même qui est assez... c'est un film, et tu le disais tout à l'heure, qui peut provoquer ça, et peut-être que c'est le but recherché. La colère, l'agacement, etc. Moi, vraiment, ça m'a gavé, en fait, ce moment avec la télécommande, ce moment où, d'entrée de jeu, on brise le quatrième mur. Ok, on a compris, c'est bien, bravo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dissonant avec la manière dont il justifie le film. C'est-à-dire que c'est pas. Mais sa justification, elle est hyper problématique, moi je trouve, par contre. Enfin, moi, j'adhère pas du tout au propos du film, mais à ce qu'on nous montre. Tu vois, moi, je me dis, effectivement, tu fais un film avec beaucoup de plans fixes, il y en a dans le film, très naturaliste, où tu montres des gens, voilà, de la violence gratuite, machin et tout ça, pour dénoncer quelque chose, pour créer une réaction épidermique, viscérale, de rejet du spectateur qui fonctionne. Pourquoi pas ? Je veux dire, à la limite, c'est discutable comme procédé, on aime, on n'aime pas, mais pourquoi pas ? Le projet, je le comprends. Là où je trouve ça un peu plus embêtant, et là où je suis agacé par ces espèces de discours promotionnels que Haneke doit donner, c'est qu'il dit ouais, mais tu peux partir si tu veux. Non, c'est pas vrai, tu peux pas partir si tu veux, parce que le film est fait pour que tu restes. Je suis d'accord. Le film est fait pour que tu restes, et le film est surtout fait pour te rappeler en permanence que c'est lui qui contrôle, et que c'est lui qui te montre ce qu'il a envie de te montrer, et qu'il est maître, qui rembobine s'il veut, qui change le destin s'il veut. Oui, mais c'est la puissance du cinéma en soi. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais ça et quand tu as autant d'effets, de dispositifs qui sont là pour venir te chercher, c'est
très compliqué de dire aux gens vous pouvez partir si vous voulez parce que c'est pas du tout ce qui est recherché. Et moi, c'est plus ça qui m'embête. C'est-à-dire, c'est une posture facile qu'il a en fait finalement de se mettre dans cette position vis-à-vis du spectateur et de le considérer comme il le fait en fait. Et du coup, même vis-à-vis de lui-même, je trouve ça pas hyper honnête en tout cas comme posture parce que comme tu disais. En vrai, évidemment qu'on va le regarder jusqu'au bout. Bon, nous déjà on le regarde pour le podcast, donc on n'a pas le choix, quoi. Et effectivement, c'est en fait ce jeu pervers, lui, il le joue aussi à 100% et c'est assumé avec ce qu'il propose de voir. Et ouais, moi, c'est une posture qui m'a assez dérangé, qui m'a beaucoup agacé aussi au cours du visionnage du film. Je tiens à dire quand même que je me suis encore trompé de film pour celui-là. J'ai regardé celui de 97. Il a regardé Vampire, vous avez dit Vampire. Je me suis trompé, du coup, j'ai pas vu le remake US. C'est pas en Bretagne. De ce que j'ai vu, c'est visiblement le même plan par plan. Oui. Je pense qu'on est sur les mêmes intentions. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est l'absence de propos au-delà de ça, en fait, quoi. Alors moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Par contre je dois quand même et c'est marrant parce que avant de choisir ce film et de le revoir, je l'ai pas revu exactement dans son intégralité. J'ai choisi les moments que je voulais voir du film qui m'intéressait, tu vois. Je dois quand même dire que c'est un film en termes d'efficacité. Enfin, je pense qu'ils ont fait difficilement mieux. Ah oui, c'est clair. Il est exceptionnel. C'est sûr. Il faut voir ce film au moins une fois parce que c'est un vrai choc. Toi, là, t'aimes bien, toi. Moi, je le trouve, comme tu disais, Camille, je le trouve parfait et je suis pas vraiment d'accord. Enfin, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est assez fascinant parce que j'avais jamais. On n'en avait jamais parlé comme ça au cours d'une soirée. Mais je suis pas d'accord avec votre agacement autour de ce film. Je comprends, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce que Anneke dit dans le sens où il dit vous avez le droit de partir. Oui, moi oui, non mais en soi non mais en fait moi je pense que quand le film au bout de 6 minutes, 7 minutes, on sait qu'on va être dans un mal horrible, insoutenable et en fait je comprends qu'on se sente mal, je comprends une vague d'émotions après à la fin du film et qu'on se sente extrêmement mal. Moi, c'est un film qui a marqué mon existence. Il y a vraiment eu un avant et un après Funny Games. Je l'ai vu. Non, mais ça, je dois le reconnaître aussi. Moi, je l'ai vu donc en 2007, j'avais 11 ans. C'était Thomas qui l'avait fait louer à nos parents, je crois. Ah ouais. Bravo Thomas. Bravo. Tu vois le pervers là. Et je te sais, non, tu sais, moi, ça a fait du rejet parce que si tu changes des lettres à Thomas et que t'en rajoutes, ça fait Nanni Moretti en fait. Oh la vache. Continue-le là parce que je n'écoute plus ton frère. Il dit n'importe quoi. Donc non, moi j'avais 11 ans et mes parents avaient décidé que j'avais pas le droit de le voir alors que je rappelle quand même qu'ils m'ont montré à 5 ans Le Voyage de Chihiro. Mais bon, passons. C'est pas interdit au moins de 18. Non mais voilà, et moi ce film j'ai dû me cacher. En fait je l'ai visionné planqué dans le canapé on avait une mezzanine qui surplombait notre salon à cette époque et donc j'étais hyper mal installée pour le voir et j'en suis ressortie complètement traumatisée. Mais sans parler du fait qu'après dès que ça sonnait à la porte j'avais peur qu'il y ait un Michael Pitt qui vienne me demander des œufs. Mais il est beau quand même. Il est très beau mais je trouve que ce film du coup je l'ai vu à 11 ans et je l'ai revu comme tu disais Camille, j'ai absolument voulu le montrer à Brice. Je sais pas, 10 ans après. Mais c'est marrant, 10 ans après. C'est pas un film que je ferais voir à d'autres gens, vraiment. Je te déconseille. Moi, je trouve que déjà, c'est un classique. Donc, comme tu dis, Camille, il faut le voir. Et il y a quelque chose d'insoutenable dans ce film qui. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être malade mentale, quoique parfois je me le demande, mais. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et qui n'a jamais été refait. Alors moi je suis pas d'accord. Là moi je suis pas d'accord que tu sois pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que vous ne soyez pas d'accord entre vous. Non mais je suis pas d'accord dans le sens où ça a jamais été vu avant une représentation de la violence gratuite déjà et du malaise provoqué chez le spectateur. Moi j'ai pas en vrai moi un des films que j'ai regardé assez jeune et que j'ai pas pu continuer parce que je le regardais en zoom dans ma chambre et j'étais en mode vas-y. C'était Troll 2. C'est Troll 2. Non, en fait, c'est Orange Mécanique. Je l'ai regardé ado et j'ai pas pu. Je me suis arrêté au bout de 20 minutes. Je pouvais pas. Il y a beaucoup de liens entre les deux films, évidemment. Pour moi, il y a une filiation. Moi le choc je l'ai eu avant avec Orange Mécanique et du coup là j'ai pas eu le même choc avec Anneke même si c'est absolument infâme ce qu'on voit
j'ai déjà donné et j'avais déjà eu une expérience de violence gratuite. Mais c'est ça, mais t'as vu Orange Mécanique très jeune. Moi, j'ai vu voilà, Funny donc Games c'est à 11 ans. peut-être la même expérience, effectivement. Et je pense que voilà, il y a quelque chose de... Enfin, je sais pas, c'est un film indispensable. Mais quoi. surtout, pour moi, vraiment... Orange Mécanique, il y a tout un discours sur la violence. Enfin, comment dire, il y a une espèce d'interprétation. Et là, il y a un vrai propos. Alors que là, là, moi, genre, justement, je trouve que ce qui est très inédit, c'est une espèce de traitement neutre, enfin volontairement qui veut se donner l'air neutre de la part d'Haneke, tu vois, de la violence. Enfin, c'est en fait et en plus il se moque ouvertement de nous parce que il y a plein de dialogues qui sont très intéressants sur évidemment les personnes qui souffrent, qui demandent mais pourquoi vous faites ça, et en fait le personnage déjà dit pourquoi pas. Bon, ok. Et surtout derrière, c'est un personnage qui joue avec nos nerfs, c'est-à-dire que, Paul Michael Pitt, donne des semblants d'explications, comme si nous on avait besoin de se raccrocher à ça. Et en fait, il vient nier ça, tu vois, sur pourquoi leur ils font ça. etc. Alors qu'on ne sait rien d'eux. Et en fait, ça ne change rien. Tu vois. Ça, c'est le côté film sur les films, tu vois. C'est film sur le cinéma. Oui, mais c'est très intéressant parce que moi, je trouve que ça te questionne sur toi-même, ton rapport à. Est-ce que c'est plus acceptable, tu vois, de voir un acte violent justifié par une espèce de backstory comme il y en a dans énormément de films d'horreur, tu vois. C'est clair. Voilà, c'est parce qu'en fait il y a un trauma machin, ou est-ce que en fait la violence pure et dure est de toute façon insupportable, tu vois, et ça fait très café du du commerce de dire ça, mais je trouve que c'est quand même un film qui là-dessus est méga efficace, quoi. Non mais bien sûr, mais le film est efficace, tu vois, moi c'est le réflexe très très beau. Le réflexe number one, ça a été de l'aller le montrer à un pote après tout ça. Et c'est mais tu l'avais prévenu ou pas de ce qu'il allait voir, ou est-ce que t'attendais un peu le frisson, j'attendais tu vois, qu'il se le prenne dans la gueule en fait. C'est marrant à quel point tu vois il nous met dans cette position-là. Mais jamais je fais ça. Mais donc du coup en ça effectivement c'est probablement un film qui est très intéressant, et puis de toute façon à l'image du cinéma d'Haneke, tu vois, enfin ça fait partie des gens qui ont je sais pas, une espèce de posture un peu singulière et qui se permettent des choses que d'autres ne se permettent pas. Et de fait c'est vrai que ça génère énormément d'irritation de la part d'autres cinéastes, de la part du public. Tu vois, en tant que cinéaste par exemple, ça me m'énerve, parce que je pense que t'es un peu. Non mais je plaisante. Je pense que ça, ce qui est irritant, c'est le geste en fait. Tu vois, c'est le côté. Lui se le perd. Il y a aussi peut-être, j'imagine, de la part de Nanni Moretti, un peu de frustration, tu vois, où tu vois quelqu'un qui est quand même relativement libre dans ce qu'il est capable de te montrer à l'écran, et tu te dis. Waouh, enfin tu vois, il y a quand même un peu, je pense, Ce qui est marrant, c'est que Nanni Moretti, juste pour la petite histoire, hein, c'est celui qui a remis la Palme d'Or à Haneke pour Amour. Ouais, pour Amour. Ouais. Quelques années plus tard, donc. Longtemps après, mais enfin non pas si longtemps. Il s'était calmé un peu, quoi. Mais en tout cas, c'est juste. Voilà, moi ce que j'essayais de mettre en lumière, c'est le côté un petit peu le discours d'Haneke. Moi je suis d'accord, il a une position un peu professorale, un peu pénible. Je trouve un peu pénible, un peu pédant même. C'est pas comme Lars von Trier, tu vois. Voilà, assume d'avoir fait un truc infâme. Et d'ailleurs, tu compares à Lars von Trier, mais effectivement, je suis d'accord. Ouais, je tolère beaucoup plus le discours porté par Lars von Trier. Pour moi, mais bon, ça reste. Mais tu vois, on parle de très haut niveau quand même de réalisation. Non mais ça, quand tu disputer sur Lars von Trier et Michael Haneke, ça va, tu vois. Dire que ça peut être un peu nous aussi. Ici, on distribue les bons points et les mauvais points. Donc, petit nuage au petit soleil. Donc voilà, là c'est un bon point. Et dans 10 bons points, Michael, tu auras une image. Non mais surtout, j'ai hâte qu'on parle du film d'après, parce que tu sais, là genre, on est en train de se chipoter sur. Il est incroyable le film d'après. Bah oui, bien sûr. Ouais. Il est incroyable le film d'après. On fait du foreshadowing. Depuis tout à l'heure, j'ai une blague que je n'ai pas faite en guise de transition. Yes. Tim Roth et Michael Pett. Bon. Oh là 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 là. Ah, le level. Celle-là, on l'enlève. Ah bah non, surtout c'est la meilleure. C'est la meilleure que t'aies faite. On la garde, elle est trop bien. Quel acteur, Michael Pitt. Ah là là. Je vous conseille quand même moi la version aussi originale, parce que le film en allemand, ça renforce un peu certaines choses, je trouve. C'est plus agressif. Ouais. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis germaniste première langue, donc évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. J'ai fait allemand depuis le collège, donc voilà. Et alors Deutsche sprechen? Einbischen. Ok. Eh bien, écoutez, sur ce florilège de clichés, de blagues scatologiques, on va pouvoir passer au film suivant, qui est le dernier film de la sélection de ce soir, le film que Léo
à sélectionner. Alors, Léo, quel est ce film, cet ultime film de la sélection finale ? Roulement de tambour. Voilà. Ils sont trop bien faits. Le Incroyable. film, du coup, dont je vais vous parler, c'est Society, parce qu'on vit dans une Société. Ouais. No. Oh, look. A beauty mark. Pretty, isn't it? Please. And now we'll get to the bottom. Oh God. Of this. Une valse, une jolie scène de valse finale que vous aurez le plaisir de regarder. Ah oui. Vous l'avez pas vu, c'est Ah magnifique. Jolie scène de valse finale. Ouais. Les gens sont pas prêts. Un beau petit rock dans le salon. Voilà. Donc du coup, je vous parle de Society, sorti en 1989 et réalisé par Brian Yuzna, que vous connaissez sûrement pour Reanimator, From Beyond ou encore Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oh, c'est vrai? Et Mais oui. il est producteur ou il est réalisateur? Mais je crois qu'il est réel de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Moi, il est. Je demande la VR. Attends. Nous allons fact-checker On fait ça un tout de suite. fact-check. Chérie, j'ai Ah oui, vous entendez les touches? rétréci Non, mais on est de moins en moins pro. les 22e épisode, je meuble. Il y a Wikipédia. plus de respect. Alors, il comment est ça va, vous? producteur, c'est réalisé Ah, par il est Joe producteur, je Johnston. me suis Alors. trompé. Oh là là. C'est mal. Oh, la qualité d'écriture de la chronique, quoi. Voilà. Tu seras puni. Wikipédia, il va falloir sortir à un moment donné. Tu hein. perds le droit au graissin supplémentaire. Non. Tu seras châtié Je serai châtié. dans le salon avec tous les voisins. Et bah, super orgie en prévision. Ça va être génial. Non, c'est pas juste. Non, c'est en rapport avec le film, ce que je vous dis. Ouais. Bref. Rien à voir avec. T'as le titre québécois ou pas? Bah, société, j'imagine. Haute société. Non, Haute haute société, c'est ça. Mm. Eh ben super. Voilà. Bah, On n'est d'accord. jamais déçus. Au cas où vous vouliez être spoilé, regardez le titre québécois, quoi. Society, c'est l'histoire de Billy, un ado américain un peu crétin. Issu d'une famille friquée de Beverly Hills. Décidément, on parle beaucoup de Los Angeles en ce moment. Oui, dis donc. Bah ouais, clairement. Et puis, Elle est bizarre cette ville, elle est malsaine. Mais ouais, on en parle beaucoup quand même. Hein. Je pense que ça cristallise beaucoup de fantasmes et de haine aussi, je pense, quoi. Donc du coup, ouais, Billy, ado américain un peu crétin, comme je l'ai dit, vit avec sa sœur Jenny et ses parents Jim et Nan dans un ghetto de riches. J'ai nommé Beverly Hills, comme je vous l'ai dit. Vous allez me dire, un ghetto de riches, c'est quoi? Un ghetto de riches, c'est des maisons, palaces toutes blanches et dorées, des 4x4 chromés, des fringues qui filent la nausée tellement elles sont ostentatoires, du bling-bling, des rallyes, et non, ce n'est pas les courses de voitures. Ouais, non. Et surtout... Ça, c'est les rallyes de pauvres. Ça, oui, voilà, ouais. Là, c'est les rallyes d'entre-soi bourgeois, voilà, quoi. Vous-même, vous savez ou pas. Mais regardez sur Wikipédia. Et surtout, les concours de cheveux de riches. Et il y en a pléthore dans Society. Beaucoup C'est notre de cheveux de petit riches. Neuilly à nous, quoi. Ouais. Je sais pas, vous avez fait une top liste des cheveux de riches dans le film. Moi, j'en ai fait une. Mais... Ah ouais, bah, enfin non, j'ai pas fait la top list, mais j'ai noté CDR, ouais. Ouais, CDR à fond, ouais. Mais Billy, en tout cas, ne se sent pas à sa place dans ce monde. Il fait des cauchemars qu'il pense prémonitoires où sa famille lui veut du mal. Il se sent un peu comme un alien au milieu d'un monde
qu'il a du mal à comprendre et dont il a du mal à avoir les codes en fait, parce que des codes, il y en a beaucoup dans le film. Billy découvre au fur et à mesure que cette façade dorée cache en fait une réalité bien plus sale et gluante. Oui. Très gluante. Et Billy le découvre en premier lieu par l'intermédiaire de son ami Blanchard, qui est l'élément perturbateur du film. Son ami lui révèle la vraie nature de sa famille et le complot autour de tous les mystères qu'elle cache. Et c'est la partie spoil. Et oui. Parce que là, ça spoil à fond après. Donc voilà. Arrêtez d'écouter maintenant. Bonne soirée. Voilà, on bon arrête dimanche, pour ce soir. Dans 2 semaines. Oui, allez voir le film et revenez. Après, même si t'es un peu spoilé, t'es quand même. C'est pas très grave. Tu en as pour ton argent. Celui-là, c'est pas grave. Comment ça, celui-là, c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire que visuellement, on s'y attend pas. De toute façon, non, il se passe des choses. En fait, vous allez assez vite. En fait, dès la scène d'intro, vous comprenez un peu les enjeux. C'est facile. Le film est assez limpide sur son propos. Du coup, vous allez très vite comprendre de quoi il est question. Après, comme vous l'avez dit, du coup, la surprise, elle réside vraiment sur le parti pris visuel et le jusqu'au-boutisme du film dans la représentation qu'il fait et sa politisation aussi. Et ça, on va en parler après. Mais même si c'est un spoil de scénario... Pas de politique dans ce podcast. Absolument pas, bien sûr, hein, évidemment. Vous ne serez pas spoilé du plaisir visuel que vous allez rencontrer et éprouver au cours du film. Non, c'est impossible à décrire de toute façon. C'est impossible à décrire, il faut le voir pour le croire. Oui, exactement. Magnifique. Vous avez entendu un petit bout dans l'audio, je pense, mais ça rend pas justice au film. Donc du coup, Billy découvre que sa famille et plus généralement ses voisins, son quartier, le milieu dans lequel il gravite, est donc extrapolé à la bourgeoisie, en l'occurrence la bourgeoisie de Beverly Hills dans le film, est une classe dirigeante démoniaque, littéralement pas humaine, qui vampirise ceux qu'elle considère comme inférieurs. J'ai nommé les prolétaires et les classes inférieures. Voilà. Et puis ils sont surtout tous incestueux. Ils sont surtout tous incestueux. Le film met en avant du coup et met la lumière sur les non-dits de la bourgeoisie qui sont exposés de façon immonde et orgiaque. Donc on a de l'inceste, des jeux pervers, de l'eugénisme, de l'entre-soi, de l'hypocrisie, de la corruption. Et c'est montré de façon grandiloquente, que ce soit visuellement ou dans le propos politique acerbe, qui est sans concession en fait, quoi, clairement. Ça faisait longtemps moi, que j'avais pas vu un film qui taclait autant et qui était pas seulement une critique, mais en fait une vraie attaque. Genre, c'est vraiment une attaque ce film. Et ça parle du coup de pression sociale, d'ambition, de devoir d'intégration à une société. Du coup, c'est le titre du film. Hein. Voilà, vous avez capté, Society, société. Devenir un élément brillant de celle-ci, un élément brillant de la haute société. Donc voilà, après il y a aussi des choses qui sont abordées, moi, que je trouve... En fait, ça va beaucoup plus loin qu'une simple critique qu'on pourrait faire de l'élite bourgeoise ou du capitalisme. Il y a aussi des choses qui sont abordées, par exemple le jeu que font les conservateurs avec l'hypersexualisation, en prônant à l'inverse des valeurs conservatrices et hyper moralisantes. Ça, c'est présent pendant tout le film, où les rôles attribués aux femmes et aux hommes sont bien distincts. Et c'est un prérequis pour s'intégrer à cette société. Donc ça tacle de ouf. Et du coup, la classe bourgeoise qui est représentée par cette sorte de race préhumaine où on comprend, enfin en fait on s'en fout globalement. Ouais. Mais en fait qui base son opulence, sa survie et sa reproduction sur l'exploitation et l'ingestion littéralement des classes inférieures. C'est trop fort dans le film, c'est retranscrit par du body horror à fond et des effets visuels, la succion littérale. En fait, moi je me demandais s'il les mangeait, mais juste il les suce et en fait il les intègre à eux, quoi, et c'est comme ça. C'est en fait le film a trouvé un écho récent avec Get Out sur le fait de préserver sa jeunesse, avec en bouffant d'autres gens globalement. Et c'est un film qui tacle, et ça, moi, c'est ce que je trouve trop bien. En fait, c'est vraiment la reproduction sociale, et c'est littéralement la reproduction sociale. C'est vraiment le concept de reproduction sociale, c'est pris au premier degré dans le film,
Et c'est vraiment un moyen de tacler aussi tout le concept de transfuge de classe qui est attaqué genre plein de fois dans le film. C'est pas une solution en fait, on peut pas s'intégrer à ces gens-là. C'est peine perdue que d'essayer et ça finira mal dans tous les cas. Oui, parce que Billy, il est quand même quarterback de l'équipe. Il essaye de s'intégrer. Hein. Il a quand même manifestement, il est quand même bien intégré, quoi. Il est bien élevé par ces gens, mais ça ne suffit pas. Billy mène quelques bébous combats politiques pendant le film, dont un petit débat au lycée où il se poste contre le port de l'uniforme dans son lycée. Ouais, mais il est quand même extrêmement populaire, tu vois ce que je veux dire. Il est extrêmement populaire, mais c'est des combats qui sont déjà perdus d'avance parce qu'il a beau rentrer dans le moule et proposer quelque chose qui pourrait convenir à ces gens-là, ça ne marche pas parce qu'il ne vient pas de la même classe, de la même race, du même groupe de personnes. Et c'est là tout le propos du film et c'est génial, je trouve. Mais toi qui es un vieux haters de tous ces trucs un peu limpides comme ça, tu trouves pas que c'est un peu facile de dire ça comme ça? Si, moi j'ai adoré le film, hein, mais en fait juste moi j'aime bien justement le fait de porter à l'écran des concepts aussi simples. Je parlais de reproduction sociale, je trouve ça trop bien de le prendre au premier degré et de proposer un film qui parle du concept de reproduction sociale comme d'un truc avec une race extraterrestre. Enfin, c'est pas vraiment une race extraterrestre, mais qui, tu vois, de mettre plein de concepts comme ça de façon premier degré en utilisant le body horror, c'est trop cool. C'est là où je trouve que, effectivement, d'un point de vue purement politique, genre le discours, il est quand même gros sabot. Hein. Il est très gros sabot et on n'est comprend pas très du vite. tout sur un essai, trop tu vois, intellectuel et tout, mais c'est vrai que le body horror, enfin, je trouve que c'est un chef-d'œuvre du body horror. Enfin, il y a tellement d'idées visuelles. La scène de douche, moi je la trouve sublimissime. Enfin, avec sa sœur là. Avec sa sœur, en gros, il va chercher de la crème solaire ou je ne sais quoi dans la salle de bain qui fait une taille gigantesque. Et puis il y a sa sœur qui se. Voilà, quand je parle, voilà ce qui se passe dans la salle. Vous vous rendez compte? Il est en train d'ingérer là des prolétaires. Et je ne me démonte pas, je m'en fous. Et en gros, Billy va dans la salle de bain et il voit sa sœur derrière le verre dépoli de la douche et il voit là en fait des seins et des fesses en même temps. Donc ça peut être un fantasme pour certains, mais c'est surtout c'est hyper bien réalisé. Moi je trouve que c'est alors je m'avance un peu, mais on dirait une photo un peu de Blumenfeld version surréaliste trash porn, trop bien. Mais le film joue de façon intelligente, je trouve, avec ça, avec les représentations sexualisées des personnages. Ah ouais. En vrai, c'est trop malin. Même la scène de la plage, justement, la suite de cette lotion solaire est trop bien. Tu le disais tout à l'heure, Camille, il y a plusieurs scènes de bukkake dans le film. Celle-ci en fait partie. Elle a pas dit ça comme ça, je crois. Si. J'ai dit exactement que, en fait, après avoir vu ce film, pour moi, c'était impossible de voir une scène de bukkake sans hurler de rire, parce que, en fait, il vient démonter tout un pan du porn vraiment fort, quoi. Et ce qui est trop fort, c'est qu'en plus, il crée cette sexualisation par la classe bourgeoise, en fait, qui derrière va poser des valeurs morales qui sont antithétiques par rapport à ça, mais qui va pourtant jouer avec la sexualisation des personnages, souvent jeunes en plus et adolescents dans le film. Et c'est trop fort. C'est pour ça que le film a un propos qui paraît clair, gros sabots, etc. Mais il y a plein de petites subtilités que je trouve vraiment hyper pertinentes en fait, et toujours très actuelles. Et c'est trop fort. Oui, non mais... Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les bourgeois... font de l'inceste automatiquement. En vrai, mais ça c'est pareil. En fait, ça parle d'un tabou. On le voit en France, il y a eu pas mal d'affaires récemment, tu vois. Et c'est un tabou. Mais c'est pas que dans les classes bourgeoises. Non, mais qu'en tout cas, l'entre-soi est une espèce d'inceste, tu vois, assumé social. Oui, et là, c'est montré à l'extrême. Dans l'horreur, voilà, évidemment. Okay. Et c'est sans filtre. Enfin, genre, aborder ces thèmes-là, en plus sous couvert de films d'horreur, de body horror, etc., c'est très malin parce que du coup, on s'en rend pas forcément compte au premier abord. Mais pour moi, ce film, c'est des pavés dans la mare et c'est trop cool. Et je conseille à tout le monde de le voir, même encore actuellement, c'est trop bien. Le propos, il a pas vraiment vieilli. Ouais. Et en plus, c'est très drôle. Et en plus, c'est très marrant. Voilà, moi, j'y vois quand même une comédie qui est quand même assez exceptionnelle. Et le propos politique, je suis un peu de l'avis de... Je sais pas, moi je trouve c'est extrêmement puissant et c'est très fort. Et en fait,
ce qui est plaisant à voir, je trouve, c'est de voir, tu le disais Léo en parlant, c'est de voir une attaque qui est menée en fait à la fronde. Hein. Enfin, tu vois, c'est un type qui s'empare du sujet et qui bourrine. C'est pas une critique subtile. Et voilà. Il y a des nuances dedans, mais de base, oui, c'est frontal. Voilà. Très frontal. On est d'une manière assez surprenante, assez proche et assez loin en même temps de Funny Games. mais en tout cas, dans la manière d'aborder le sujet. On peut voir une critique de la bourgeoisie dans Funny Games. Et le film enfin, je veux dire, se termine comme une espèce de farce macabre et glauque et grotesque, tout ce que tu veux. Voilà, moi, c'est vrai que le propos politique, c'est difficile parce que je trouve que maintenant, on a énormément de films et il y a énormément d'œuvres qui ont itéré sur ce principe-là, que ce soit la critique des classes bourgeoises, mais ça c'était déjà fait bien avant, mais en particulier aux États-Unis, les banlieues UP telles que Beverly Hills, l'entre-soi, et même on peut même toujours y voir, je pense, un peu. Il y a beaucoup de cinéastes, je pense, qui parlent du cinéma et de leur manière d'essayer de s'intégrer, je pense, dans le cinéma hollywoodien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films, je pense, d'horreur qui se passent à Los Angeles. Enfin, tu vois, c'est genre Los Angeles 2013. Ouais. Non, mais tu vois, c'est quand même c'est quand même un terrain de jeu qui est assez, tu vois, qui est assez séduisant, tu vois, à mon avis, si tu veux. Dire du mal, critiquer, rentre. Et là, je trouve que le côté... ça symbolise beaucoup de choses, en fait. Pardon, le film a un côté rentre dans l'art bourrin qui est assumé, et c'est là que je le trouve plaisant. Ouais, de ouf. Je pense pas qu'avec ce simple propos-là, n'importe qui aurait pu faire un film comme ça, tu vois. Non. Je pense qu'il fallait derrière avoir les moyens... d'assumer, tu vois, de véhiculer une charge aussi en fait, tu peux agressive. pas faire un entre-deux quand tu proposes quelque chose comme ça. Ça aurait pas été possible de faire quelque chose d'assez mou ou de revenir sur un propos à un moment. Il faut aller au bout, en fait, et le film le fait, mais voilà, je trouve avec brio. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve qu'il est cool dans sa manière d'aller jusqu'au bout de ses idées visuelles. Et voilà. Et donc, il y a littéralement un mec qui a une tête de cul. Oui, c'est mon coup de cœur. Et puis, Brian Usna, comme tu le disais, il a travaillé sur de Reanimator avant. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un plaisir du gore un peu grotesque, tu vois. Et ça se retrouve vachement. Enfin, juste... moi, je pense qu'il faut faire souligner quand même le travail du maquillage qui est absolument incroyable dans le film. C'est un mec qui s'appelle l'homme à la tête de cul, Screaming Mad George, et en fait c'est un japonais à la base qui a travaillé sur ce maquillage-là. C'est pour ça qu'il a ce pseudo qui n'a pas trop de sens et c'est pour ça que au générique. Le film est étiqueté dans sa production américano-japonais Tout aussi. à fait. D'accord. Et c'est un mec qui a notamment bossé sur The Abyss. Et donc c'est quelqu'un quand même qui a une vraie vision aussi de l'effet visuel, qui sait comment placer des prothèses et tout ça pour que ça donne quand même quelque chose qui, très longtemps après, alors que c'est un film pas très cher, genre fonctionne autant. C'est très inspiré aussi des tableaux surréalistes de Dali. Enfin, il en cite deux, Brian Usna, comme référence. Il y a Le Grand Masturbateur, ce qui n'est pas anodin, et Le Cannibalisme de l'automne de Dali. Et c'est vrai que c'est, quand on voit les deux œuvres, moi je trouve que c'est assez marquant par rapport au travail. Je regarde en direct. Moi, je voulais revenir sur le côté comédie du film, parce que effectivement, moi, le film m'a fait hurler de rire. Enfin, vraiment, moi, je le disais, mais la scène avec la tête à la place du rectum, c'est un chef-d'œuvre. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté où les acteurs, dans leur direction, sans doute, sont hyper crédibles, et en fait ça tombe pas dans une comédie horrifique complètement. Et d'ailleurs, je t'ai dit son nom, mais l'acteur qui joue Billy, moi je trouve qu'il joue super bien. Et du coup le film il part pas dans... J'ai pas dit son nom, j'ai dit aucun nom d'acteur. Bon bah voilà, c'est Billy Warlock qui s'appelle. Billy Warlock joue très très bien, et il y a
du coup, il y a ce côté scénario complètement comique, loufoque, mais avec, encore une fois, il y a une très bonne direction d'acteur. Et je sais pas, on sent que le réal, Brian Yuzna, n'a pas dit vas-y, fais le cornichon et cours comme une poule avec la tête coupée, tu vois. Enfin, genre, il y a vraiment une atmosphère. Et en fait, du coup, ça crée, je trouve, une atmosphère hyper dérangeante. Et on ne s'ennuie pas, on ne sait pas ce qui va se passer, on fait que de se dire mais que va-t-il arriver, enfin, et ça tient vachement en haleine. Enfin, je trouve le film. Et ça, pour une comédie horrifique, je trouve pas ça très comédie horrifique. Ah mais tout à fait, toutes les séquences, surtout au début, tu vois, les cauchemars, parce qu'on commence direct dans le fait de rencontrer Bill dans ses cauchemars, et ça c'est hyper bien réalisé. Enfin, en fait, c'est pas du tout réalisé comme une comédie. C'est ça. Non, ça fait très peur. Il y a la pomme après qui est pleine de verre, qui mange. Ça fait pas du tout vampire. Vous avez dit vampire. Non, c'est complètement assumé. Mais il mange des pommes quand même. Il mange des pommes quand même. Mais voilà, il y a pas du tout ce côté. On part dans le grotesque. Ouais, tout à fait. Et ça fait un truc vachement original. Ah, et moi, mais c'est ouf c'est ça que j'ai adoré. La ligne est très fine pour pas basculer dans. Oula, pardon, je fais tomber mon micro. Dans justement le grotesque ou la pure comédie. Et c'est fou à quel point le film arrive à jongler entre des moments de malaise absolu, de discours politique et en même temps de comédie, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont drôles avec la mère de Clarissa qui mange les cheveux. Avec ça, un personnage qui est trop bizarre parce que hyper étrange. En fait, c'est un personnage. Enfin, moi, j'ai vu un personnage de drague. Oui, je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est un personnage drague. Qui dit pas un mot, une espèce de odor qui mange des cheveux. Et qui en même temps est pas accepté non plus par la société. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser au film qu'on avait vu avec Maxence, Butcher Baker, Nightmare Maker. Exactement. Complètement. Tu vois, en termes d'ambiance. Il y a un côté un peu comme ça où tu penses que ça va tomber dans le grotesque et en fait. Et on parlait de films de la trauma. Pour moi, c'est aussi, en tout cas dans les thèmes abordés. C'est un peu comme Fright Night, c'est un peu un film de la trauma avec, on va dire, plus de budget, parce que je pense qu'il y en a quand même un peu plus. Et moi, il y a vraiment, même des inversions qui sont assez chouettes. On parle de la scène de la plage, là où du coup il se fait asperger de la crème solaire sur la gueule. Il y a vraiment des scènes et des partis pris qui sont hyper intéressants, je trouve aussi, en termes de représentation de la sexualité, du genre, des codes sociaux qu'on attend des femmes, des hommes, etc. C'est vachement cool comme film, je trouve aussi. Et ça vous a pas un peu fait penser à du Cronenberg aussi? Si, complètement. Vraiment. La fusion des corps. On ne peut plus dire body horror sans dire Cronenberg. Non mais carrément, t'as raison. Mais je veux dire qu'en termes de body horror, je trouve qu'il est vraiment assez incroyable. C'est très très bien. Mais c'est drôle parce que t'as... Pardon, je t'ai coupé. Non, mais j'y pense pendant qu'on parle, mais il y a beaucoup de films dont le ressort et la plus-value, enfin le ressort en tout cas horrifique et le body horror justement, qui se déroulent à Los Angeles et à Beverly Hills. C'est assez intéressant, comme si c'était un endroit qu'avalaient les gens en fait. Hein, tu vois, il y a un truc de la difformité aussi. Il y a un truc comme ça. Tu vois, bon, alors David Lynch, a fait un film, a fait Mulholland Drive qui se passait à Los Angeles, et puis il y a une série. On dit LA. Pardon. Il y a une série qui s'appelle, que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez ce genre de truc, qui s'appelle Brand New Cherry Flavor, qui est assez incroyable, qui se passe aussi à Los Angeles et qui fait appel quand même à deux trois petits tuyaux de body horror comme ça de temps en temps. Et je sais pas, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une espèce de parallèle automatique qui est fait entre ça se passe à Los Angeles et donc il y a du body horror, il y a des gens qui avalent d'autres gens, qui les assimilent et qui les utilisent, qui les sucent jusqu'à la moelle. Et tout à fait. Et ce qui est quand même assez marrant à noter, c'est que c'est son premier film en tant que réalisateur. Ouais. Donc il y a vraiment un truc, de volonté de dire, c'est ça, sur cet endroit en tout cas. Et du coup, aussi, si vous êtes friand de métadiscours, je pense sur le cinéma hollywoodien et les studios basés à Los Angeles, peut-être, je ne sais pas. Ouais. J'extrapole. Oui, Hollywood. Ça fait pas rêver. On arrive, Hollywood. Écoutez, Society, c'est bon?
C'est Ouais. bon. Ouais. Tout le monde a. Ça a tout- confirmé tout qu'on le monde vivait a dans une ajouté. société, ouais. À voir. Tout le monde a ajouté son petit grain de sel. Oui. C'est bon. Oui, oui. Bon, et ben c'est très bien. C'était le dernier film de la sélection de ce soir. Et donc, avant de nous quitter, eh bien, nous allons nous raconter ce que nous avons fait dimanche dernier ou celui d'avant. Je commence ? Allez. Je commence jamais, alors là, je commence. Eh bien, Oh, la victime. Il commence Vicos, toujours. quoi. Il commence tout le temps. Sur écoute. publier le montage. Moi, j'ai lu, alors, pas dimanche dernier, mais celui d'avant, Un livre. Et oui, alors, non, Ah ouais. non, parce que Un vrai livre ou une BD? une BD. Ah, une BD. merde, pas un Mais vrai livre, oui, désolé. Bah oui, non, mais moi je suis. Les livres, c'est un peu trop. Trop de mots. Oui, c'est écrit trop petit. Voilà, j'y vais doucement. Une bande dessinée, un comic book, comme on dit aux États-Unis, à LA. Donc un comic book qui s'appelle The Nice House on the Lake. Donc la bise aux amis du 48-64. Donc c'est une. Comment on dit quand il n'y en a que deux? Plusieurs. Oui, on l'a démontré C'est quoi dans le terme l'épisode technique? C'est vrai. Duologie. Ouais, bon, c'est deux albums. Donc The Nice House on the Lake. Un diptyque. C'est un diptyque. Merci Léo. Il y en a un qui a du vocabulaire. C'est un diptyque. Léo Dico. Léo Dico, le retour. Ah non. Léo le Dico. Ah ouais, Ça faisait longtemps. C'est enregistré comme ça dans mon téléphone. 20 épisodes après. Donc c'est édité par Urban Comics et c'est dessiné par Alvaro Martinez Bueno, scénarisé par James Tynion 4. Bon. Et donc c'est effectivement donc un diptyque, deux comic books qui sont plutôt denses. Et c'est un thriller. C'est une bande dessinée à énigmes. Et donc c'est assez intéressant comme concept. En tout cas le plot est assez chouette et assez séduisant. Je sais pas, il doit être une quinzaine de personnes qui sont tous des représentations de l'élite un peu socioculturelle, qui se retrouvent enfermées dans une maison au bord d'un lac et qui parce qu'ils ont été invités par un ami commun, et il se trouve que cet ami commun vient probablement d'une autre planète. Agatha Christie. Vient probablement d'une autre planète et les force à assister enfermés dans leur villa à la fin du monde. Ah ouais, nice. Et donc voilà. Et donc c'est un prétexte pour dresser des portraits de ces personnages, la manière dont ils sont liés entre eux, la manière dont ils sont liés à leur ami commun, et puis d'enquêter sur la nature de ce lieu et la nature humaine ou pas de leur ami commun qui les a conviés dans cette maison. Donc il y a beaucoup de mystères. C'est graphiquement dans un style assez comic book, mais qui est, je trouve, assez sublime. Il a eu un prix à Angoulême, je crois, parce que quand j'ai acheté le deuxième là, surtout le vendeur, il m'a dit vous avez regardé la sélection d'Angoulême. Ah, ouais. Je lui ai dit je sais pas. Et en fait il a eu un prix à Angoulême. Hein. Donc c'est vachement bien. Donc allez le. Mais il n'y a pas un film, ça me dit quelque chose. Il n'y a pas de film, non. Enfin, d'ailleurs, tu sais ce que je me suis dit? House on the Lake, c'est vrai que c'est un titre de film. Je me suis dit, lis-le maintenant, parce que ça va être adapté en série Netflix. Je suis à peu près sûr qu'ils sont en train de... Tu vois, là, ils nous écoutent. Tu fais tes pronos? Ils ont pris un producteur. Ouais. Dans 2 ans, Nice House on the Lake, mini-série Netflix. Ok, c'est ton pronostic. Est-ce que quelqu'un check en même temps si c'est pas déjà adapté? Moi, j'ai regardé et Non, c'est pas... non, ça vient de sortir, attendez. Je Léo. sais pas, il y a quand même un truc sur Sens Critique. Ah, c'est à moi là? Ouais, okay. C'est à toi. Moi, dimanche, j'étais chez Lidl avec mes parents. Mais tu nous as déjà sorti le coup de Lidl, non? Non, je crois pas. Hein. Ah, ok. Bon, c'était du off là. C'était peut-être du off. Et mes parents m'ont offert une perceuse visseuse Parkside. Pour faire quoi? Pour percer et visser. Ah ouais. Parkside, c'est la marque ou c'est une fonctionnalité d'outil que non, je ne connais pas. mais putain, on dirait une publi sponsorisée Lidl, c'est pas vrai. Hein. Mais c'est juste qu'ils font des trucs pas chers qui marchent bien, donc je suis très content. J'ai une petite perceuse visseuse maintenant, alors que j'en avais pas. Donc, Les voisins sont très heureux, j'imagine. Ouais, je perce et je visse toute la journée. Tu vas te faire trucider bientôt. Ouais. Lola. Ah moi, vous allez être ravis parce que j'ai vraiment quelque chose à dire. J'ai pris un cours de cuisson
abdos fessiers. Ah bah. Et quand une dame La vache. Oh, putain. de 65 ans s'est Mon marrée Dieu. en me voyant faire des squats, non. je me suis dit qu'il était nécessaire que je revienne la semaine d'après. Donc le shaming fonctionne. Voilà, et j'ai bien entendu, j'ai eu très très mal. T'as fait ton cours d'abdos fessiers Et des avant courbatures. ou après avoir vu un BR? Après. Après. Bah très bien, très bien. Très Bonne bien. courbature. Hein. Et ben... Non mais faites du sport. Ouais, le sport. Parce Ouais, qu'il manger, faut. bouger. Voilà. Camille. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier? Moi, j'ai fait des trucs de famille. J'ai déménagé des affaires de chez ma grand-mère vers chez ma mère. Très filiation. Heureusement, j'avais ma séance avec mon psychanalyste après. Ah ouais. Et toi, t'étais dans l'anticipation d'un thème d'un prochain épisode, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'était chouette parce que j'y ai intégré des amis. Et en fait, c'est quand même la famille qu'on choisit, quoi. Ouais. Donc je les embrasse. Merci beaucoup de m'avoir aidé parce que je n'ai pas le permis. Donc heureusement qu'il y avait quelqu'un pour conduire le kangou. Voilà. Ça, c'est la vraie raison. On embrasse les kangourous. Surtout à Levallois-Perret, les gens ne savent pas conduire là-bas. Ils s'en foutent. Ah bah c'est Suvéland. Hein. Ah bah ils n'ont plus grand-chose à perdre, je pense. Levallois-Perret, Los Angeles. Beverly Hills, je pense qu'il y a des liens. Ouais. Des liens logiques. Bah, quand j'ai vu The Society, j'étais genre, C'est littéralement Levallois-Perret. Ouais. Patrick Balkany. Bah, je l'ai vu. Attends, il est dans le fond à gauche là, ouais. dans la scène de fin. Du kangou. Bah, non, dans la scène de fin. C'est celui qui se fait retourner. Ah oui. Je raconte pas tout, mais ouais. c'est la chaussette là qu'on a Malheureusement, mis à l'envers. Il s'échappe de prison. Voilà. Oh là là, ça balance. Hein. On Voilà. n'aime pas Balkany. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ces podcasts. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles sur les applications de podcast. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, Lola ? Ah oui, on me souffle dans l'oreillette que vous pouvez éventuellement nous suggérer des thèmes, non pas qu'on soit à court, mais éventuellement ça serait marrant de vous faire participer. J'en profite pour vous annoncer que le prochain épisode... Ah non, c'était celui d'avant. Mais c'est pas grave. On s'en mêle les pinceaux nous aussi. Parce que les épisodes sont enregistrés de manière extrêmement rapprochée, mais voilà, on essaye également de faire venir de plus en plus d'invités pour nous parler de leur domaine d'expertise. Et parce que nous, on peut plus se saquer. Donc et puis parce que voilà, qu'il y ait des gens au milieu pour gérer. Puis c'est vrai que nous, on se crache à la gueule maintenant quand on se croise. Donc il faut bien faire de la médiation. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire si les formats avec les invités vous plaisent. Et voilà. Venez quand même participer, c'était pas vrai. Hein. Et voilà. Après ce long laïus actu de l'heure du dimanche, auquel je ne suis pas habitué, comme vous pouvez le voir et l'entendre, eh bien, je n'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Voilà. Oui. Et puis on vous fait des gros bisous. Voilà. On vous embrasse. Et on vous dit à dans 15 jours. Bisous. Ciao. Bisous.